Une femme de ménage pauvre voulait juste terminer son service au tribunal, mais elle a trouvé un garçon en train de pleurer et a décidé de l'aider sans réfléchir. Elle ne savait pas que ce garçon était le fils du gouverneur de l'État. Ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil levant baignait les marches du majestueux palais de justice de Lyon, tandis que Marie traversait la porte de service avec son sac à dos usé. À 45 ans, elle portait sur son visage les marques d'une vie de lutte. Femme de ménage depuis 20 ans, elle avait passé la dernière année à travailler dans ce palais de marbre et de destin. Elle connaissait chaque recoin, chaque porte, chaque secret que les couloirs silencieux gardaient quand tout le monde partait. Ce lundi matin, quelque chose semblait différent. Le bâtiment, normalement tranquille aux premières heures, s'agitait. Sécurité renforcée, hommes en costume parlant à voix basse. Marie baissa la tête et se dirigea vers les vestiaires. Elle avait appris que l'invisibilité était sa meilleure protection. « Il y a un événement important aujourd'hui », demanda-t-elle à Madame Claudette, qui organisait déjà les produits d'entretien. « Le gouverneur vient pour une réunion à huis clos. On dit que c'est à propos du projet du nouveau barrage, » répondit sa collègue, sans quitter des yeux le chariot qu'elle préparait. Mieux vaut rester loin du 3e étage. Marie acquiesça, enfilant l'uniforme bleu clair qui la rendait partie du décor. Tout en attachant ses cheveux crépus en un chignon serré, elle observa son reflet dans le petit miroir de son casier. Qui aurait cru que cette femme simple, qui avait à peine terminé l'école primaire, garderait un secret capable de changer le destin de personnes puissantes? L'horloge marquait 7h15 quand Marie commença son travail par le rez-de-chaussée. Elle progressa méthodiquement, étage par étage, évitant le 3e comme convenu. Cependant, en passant par le couloir latéral du 2e étage, elle entendit un son étouffé provenant de l'une des toilettes. Un sanglot contenu, presque imperceptible. Elle hésita un instant. Cette zone devait être vide à cette heure-ci. Elle s'approcha avec précaution et poussa doucement la porte entr'ouverte. Assis par terre, les genoux repliés contre sa poitrine, se trouvait un garçon. Il ne semblait pas avoir plus de 10 ans. Il portait des vêtements élégants, des baskets de marque, mais son visage mouillé de larmes montrait que même le confort matériel ne protégeait personne de la tristesse. « Bonjour » appela doucement Marie, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tout va bien ?» Le garçon leva les yeux, révélant des yeux bruns effrayés. Pendant un instant, Marie eut l'impression de le connaître. « J'attends mon père » répondit-il, d'une voix qui tentait de paraître ferme. « Il m'a dit d'attendre ici. » Quelque chose ne semblait pas normal. Les enfants ne fréquentaient pas habituellement le palais de justice, encore moins laissés seuls dans les toilettes. « Comment t'appelles-tu » demanda Marie, gardant une certaine distance pour ne pas l'effrayer. « Lucas » répondit-il, hésitant. « Et ton père, où est-il » ? « À la réunion. C'est important. Il est toujours à des réunions importantes. » Marie sourit avec compréhension. Ayant élevé 3 enfants seuls, elle connaissait bien le regard d'un enfant qui se sentait négligé. « Tu sais, Lucas, ce n'est pas très confortable de rester assis sur ce sol froid. Et si tu venais avec moi jusqu'à la salle de repos du personnel? J'ai un chocolat chaud qui fait passer n'importe quelle tristesse. » Le garçon sembla peser la proposition, son instinct de méfiance luttant contre l'envie de quitter cet endroit solitaire. « Je ne peux pas. Il m'a dit d'attendre ici, insista-t-il, mais son estomac le trahit avec un grondement audible. Marie rit légèrement. « Ton père comprendra qu'un ventre vide ne va pas avec une longue attente. Allons-y, c'est rapide. Quand tu auras fini ton chocolat, je te ramènerai, promis. » Après quelques secondes de réflexion, Lucas se leva, révélant qu'il était plus petit qu'il ne le paraissait initialement. Marie tendit la main, qu'il accepta, après une brève hésitation. Tandis qu'il marchait dans les couloirs moins fréquentés, Marie remarqua les regards curieux des agents de sécurité. Elle sourit et fit signe comme toujours, essayant de paraître naturelle, mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Dans la petite salle de repos, elle servit au garçon une tasse de chocolat qu'elle avait apportée de chez elle et lui offrit un pain au fromage qu'elle avait mis de côté pour sa propre collation. Lucas mangea avec voracité, confirmant le soupçon qu'il était resté là depuis un bon moment. « Tu travailles ici » demanda-t-il entre 2 bouchées. « Oui, je nettoie tous ces couloirs depuis 1 an » répondit Marie avec un sourire. « Et toi, es-tu déjà venu d'autres fois »
Lucas secoua la tête. C'est la première fois. Ma mère n'aime pas que je vienne, dit-il, baissant les yeux vers sa tasse déjà vide. Elle et mon père ne vivent plus ensemble. Marie acquiesça, compréhensive. Les divorces étaient toujours difficiles pour les enfants. Et comment as-tu atterri dans les toilettes? Le garçon détourna le regard, soudain intéressé par ses propres baskets. Je me suis caché, avoua-t-il finalement. Papa parlait au téléphone, il semblait en colère. Il a dit qu'il devait résoudre un problème urgent avant la réunion. Il a demandé à son assistante de m'emmener dans une salle, mais je n'ai pas voulu y aller. Marie fronça les sourcils. L'histoire devenait de plus en plus étrange. Et personne ne te cherche? Je crois qu'ils n'ont pas encore remarqué. Que je me suis enfui, répondit-il, avec une lueur de fierté enfantine dans les yeux. Je suis bon pour me cacher. À ce moment, ils entendirent des voix agitées venant du couloir. Lucas se raidit, la peur revenant dans son regard. « C'est lui », chuchota-t-il, cherchant un endroit où se cacher. Marie n'eut pas le temps de réagir. La porte de la salle s'ouvrit et 3 hommes en costume entrèrent. Celui qui menait le groupe s'arrêta net en voyant Lucas. « Où étais-tu » demanda-t-il, d'une voix contrôlée, mais Marie perçut la tension dans chaque syllabe. C'est alors qu'elle le reconnut. Ce visage apparaissait quotidiennement aux informations, sur des panneaux d'affichage dans la ville, dans les discussions animées, dans le bus qu'elle prenait pour aller au travail. Le gouverneur Philippe Moreau, l'homme le plus puissant de la région, se tenait devant elle. « Excusez-moi, monsieur », s'empressa de dire Marie, sentant son cœur s'accélérer. « J'ai trouvé le garçon seul et j'ai pensé qu'il valait mieux. »« Tout va bien », l'interrompit-il, ses yeux ne quittant jamais son fils. « Lucas, nous devons y aller. Maintenant. » Le garçon hésita, regardant Marie comme s'il demandait de l'aide. « Il avait juste faim, monsieur, » expliqua-t-elle, rassemblant son courage pour affronter le regard intense du gouverneur. « J'ai pensé qu'il serait préférable. »« J'ai dit que tout allait bien, » répéta-t-il, plus fermement cette fois. Puis, à la surprise de Marie, il adoucit son ton. « Merci de vous être occupé de lui. » Il tendit la main à son fils, qui quitta à contre-cœur sa place aux côtés de Marie. Avant de partir, le gouverneur se tourna vers elle. « Quel est votre nom ?»« Marie. Marie Dubois, monsieur. » Il acquiesça comme s'il mémorisait l'information. « Merci, Marie Dubois. Votre gentillesse ne sera pas oubliée. » Sur ces paroles énigmatiques, il sortit accompagné de ses conseillers et de son fils, qui jeta un dernier regard à Marie avant de disparaître dans le couloir. Marie resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi un gouverneur amènerait-il son fils à une réunion importante? Pourquoi le laisserait-il seul? Et pourquoi semblait-il à la fois soulagé et troublé de le retrouver? Elle secoua la tête, essayant d'écarter ses questions. Ce n'était pas son affaire. Les riches vivaient dans des mondes différents, avec des règles différentes. Le mieux était d'oublier l'incident et de retourner au travail. Mais quelque chose lui disait que cette brève rencontre changerait sa vie d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le reste de la journée se déroula avec une apparente normalité, mais Marie n'arrivait pas à oublier le regard de Lucas. Il y avait quelque chose en lui, une vulnérabilité mêlée à une tristesse trop profonde pour quelqu'un d'aussi jeune. À la fin de son service, elle était épuisée. Plus par le tourbillon de pensées que par l'activité physique. Elle prit le bus bondé vers le quartier périphérique où elle habitait, essayant d'écarter l'image du gouverneur et de son fils de son esprit. Elle arriva à la petite maison, mitoyenne qu'elle partageait avec sa fille cadette, Sophie, 19 ans. Ses 2 fils aînés avaient déjà suivi leur propre chemin, l'un travaillant à Grenoble, l'autre marié en Bretagne. « Maman, tu ne vas pas le croire », s'exclama Sophie dès que Marie entra. La jeune femme était agitée, son téléphone à la main. Le gouverneur Moreau a annoncé qu'il allait annuler le projet du barrage. C'est dans tous les journaux. Marie se figea à l'entrée de la cuisine. « Comment ça? Je pensais que la réunion d'aujourd'hui était justement pour approuver le projet. » Eh bien, personne n'a rien compris. Il a donné une interview éclair disant que de nouvelles informations étaient apparues et que certaines choses sont plus importantes que le progrès à tout prix. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Coïncidence? Ça devait l'être. Qu'est-ce que la rencontre avec une simple femme de ménage et un garçon effrayé aurait à voir avec une décision politique de cette ampleur?
C'est bien, non? Demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte tout en rangeant les courses qu'elle avait faites en chemin. Plus que bien. Les gens de la fac sont en train de fêter ça. Ce barrage aurait déplacé plus de 500 familles de la vallée du Rhône, sans parler de l'impact environnemental, expliquait Sophie avec animation, sans remarquer le silence pensif de sa mère. Ils organisent une manifestation de remerciements pour demain. Marie se contenta d'acquiescer, perdue dans ses pensées. Pourquoi le gouverneur l'avait-il regardé de cette façon? Pourquoi avait-il dit que sa gentillesse ne serait pas oubliée? La réponse commença à se dessiner le lendemain matin, quand elle fut appelée au bureau administratif dès son arrivée au travail. « Mademoiselle Dubois, » dit la superviseure administrative, une femme toujours formelle et distante, « nous avons reçu une demande pour vous transférer. » Marie sentit son sang se glacer. « Un transfert? Mais j'ai fait quelque chose de mal ?» La superviseure parut sincèrement surprise par la question. Au contraire, la demande vient directement du bureau du gouverneur. Ils vous veulent dans l'équipe du Palais Saint-Pierre, avec augmentation de salaire et avantages complets. Marie cligna plusieurs fois des yeux, incapable de traiter l'information. Il doit y avoir une erreur. Je ne suis qu'une femme de ménage. Il n'y a pas d'erreur, répliqua la superviseure, tendant une enveloppe officielle. Tous les détails sont ici. Vous commencez lundi prochain si vous acceptez. C'est une opportunité. Réunique, mademoiselle Dubois. D'une main tremblante, Marie ouvrit l'enveloppe. C'était vrai. Un salaire 3 fois plus élevé que l'actuel. Une assurance santé étendue aux personnes à charge. Un horaire fixe de jour, plus de roulements alternés. Pourquoi? Murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour la superviseure. Ça, seul le gouverneur pourrait y répondre, dit la femme avec un rare sourire. Mais à votre place, je ne questionnerai pas la chance. La chance. Est-ce que c'était seulement ça? Marie ne croyait pas aux coïncidences de cette ampleur. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose lié au petit Lucas et à cette étrange rencontre. Elle accepta la proposition, bien sûr. Elle n'avait pas le choix. Avec ce salaire, elle pourrait enfin payer les études de Sophie sans dépendre de bourse partielle. Elle pourrait envoyer plus d'argent pour aider son fils à Grenoble. Elle pourrait, qui sait, même commencer à économiser pour sa retraite, un luxe qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Mais tout en signant les documents, une sensation inconfortable persistait. Était-elle achetée? Réduite au silence. Que pensait le gouverneur qu'elle savait ou avait vu? La semaine suivante, en mettant les pieds pour la première fois dans le somptueux Palais Saint-Pierre, Marie comprit qu'elle était entrée dans un monde très différent du sien. Un monde de pouvoir, d'intrigues et de secrets soigneusement gardés. Et elle, sans le vouloir, était sur le point de découvrir le plus important d'entre eux. Le Palais Saint-Pierre était éblouissant. Marie n'avait jamais imaginé travailler dans un endroit aussi opulent, avec ses jardins méticuleusement taillés, ses salons au sol brillant et son personnel toujours impeccable. Durant les premiers jours, elle se sentait complètement déplacée, comme si à tout moment quelqu'un allait s'apercevoir qu'elle n'appartenait pas à cet environnement et la renvoyer. Sa fonction était simple, responsable du nettoyage de l'aile où se trouvaient quelques bureaux administratifs et, curieusement, l'appartement privé du gouverneur à l'intérieur du palais, utilisé quand il devait passer la nuit pendant des périodes de travail intenses. Au cours de sa 3e semaine, alors qu'elle lustrait les meubles d'une antichambre, Marie entendit des voix exaltées venant du bureau du gouverneur. Normalement, elle se serait éloignée, respectant l'intimité de ses employeurs, mais quelque chose la fit hésiter quand elle entendit le nom de Lucas. « Il a besoin de stabilité, Philippe », disait une voix féminine, chargée d'émotion. Contenu. Cette situation affecte ses notes, son comportement. Même sa pédiatre l'a remarqué. « Tu crois que je ne le sais pas ?» répondit la voix que Marie reconnut comme celle du gouverneur. « Je fais de mon mieux, Isabelle. Mais tu sais que je ne peux pas simplement... Tu ne peux pas quoi, être père. Placer ton fils au-dessus de tes précieux plans politiques, interrompit la femme, la frustration évidente. T'es-tu déjà demandé pourquoi Lucas s'est enfui? Ce jour-là au tribunal, un garçon de 10 ans a préféré se cacher de toi plutôt que d'affronter une nouvelle déception. Marie retint son souffle. Alors c'était ça. Le garçon avait fui son propre père. Ce n'est pas juste, la voix du gouverneur était plus basse, presque vaincue. Tu sais que la situation est compliquée. Si le public découvrait...
Toujours le public, toujours ton image, s'exclama. La femme. Tu sais ce que Lucas m'a dit hier, qu'il regrette l'époque où nous n'étions que tous les trois quand tu n'étais pas trop important pour assister à ces matchs de football. Un silence pesant suivit ces paroles. Marie se rendit compte qu'elle devrait s'éloigner immédiatement. Elle écoutait une conversation privée, quelque chose qui pourrait lui coûter son emploi récemment acquis. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, la porte s'ouvrit, brusquement. Une femme élégante d'environ 40 ans sortit d'un pas ferme. Elle avait les yeux embués, mais maintenait sa posture droite, le menton relevé en signe de défi. Elle s'arrêta en voyant Marie là, prise en flagrant délit, avec son chiffon à la main. Pendant un instant tendu, les deux femmes se regardèrent. Marie attendait la réprimande, l'accusation d'avoir écouté aux portes. Mais au lieu de cela, la femme l'examina simplement avec curiosité. « Vous êtes la femme de ménage qui a aidé Lucas au tribunal », dit-elle, non comme une question, mais comme une constatation. Marie déglutit, acquiesçant légèrement. « Je m'appelle Marie, madame. »« Je sais qui vous êtes, » répondit la femme, adoucissant légèrement son expression. « Lucas parle de vous, du chocolat chaud et de la voix gentille, de la femme qui ne l'a pas traité comme un problème à résoudre. » Avant que Marie ne puisse formuler une réponse, le gouverneur apparut à la porte. Son regard alternait entre les deux femmes, clairement mal à l'aise avec la situation. « Isabelle, commença-t-il, mais il fut interrompu par son ex-femme. « Nous devons continuer cette conversation à un autre moment, Philippe. Quand tu seras vraiment disposé à écouter. » Sur ces mots, elle s'éloigna dans le couloir, laissant un silence embarrassant. Le gouverneur porta finalement son attention sur Marie, qui souhaitait ardemment pouvoir disparaître à cet instant. « Je vous présente mes excuses pour ce dont vous avez été témoin, Madame Dubois. »« Je n'ai rien entendu, monsieur, » s'empressa-t-elle de répondre, baissant les yeux. « J'étais simplement... »« Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il d'un geste. « En fait, cette rencontre est peut-être providentielle. J'aimerais vous demander une faveur. » Marie cligna des yeux, confuse. Que pourrait vouloir d'elle un homme comme lui? Une faveur, monsieur? Le gouverneur sembla peser ses mots avant de continuer. Lucas viendra passer le week-end avec moi. Il ne se sent pas à l'aise ici. Il vous a mentionné plusieurs fois qu'il a dit que vous aviez été gentil avec lui. Marie attendit, encore incertaine de la direction que prendrait cette conversation. Si ce n'est pas un inconvénient, j'aimerais que vous lui parliez quand il viendra. Peut-être, hésita-t-il, comme si les mots suivants étaient difficiles à prononcer, peut-être a-t-il besoin de quelqu'un qui l'écoute sans jugement. La proposition était surprenante. Marie ne savait pas ce qui était le plus inattendu. Le puissant gouverneur admettant qu'il ne parvenait pas à communiquer avec son propre fils ou le fait qu'il cherchait de l'aide auprès d'une simple femme de ménage. « Monsieur, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus indiquée, » commença-t-elle, incertaine. « Vous avez élevé 3 enfants seuls, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la surprenant par cette connaissance de sa vie personnelle. « Tous bien établis, selon votre dossier. Votre fille cadette est en faculté de droit, n'est-ce pas ?» Marie acquiesça, mal à l'aise face à la révélation qu'il avait enquêtée sur son passé. « J'ai simplement fait ce que n'importe quelle mère aurait fait, » répondit-elle simplement. « C'est exactement pour cela que je vous demande votre aide, dit-il, avec une sincérité que Marie n'attendait pas. Lucas a besoin de normalité, de quelqu'un qui le voit comme un garçon ordinaire, pas comme le fils du gouverneur. » Marie pensa à refuser. Cela dépassait de loin ses fonctions. C'était trop personnel, trop compliqué. Mais elle se souvint des yeux tristes de Lucas, de la solitude qu'elle y avait vue. « Je ferai de mon mieux, monsieur, » répondit-elle finalement. Le gouverneur acquiesça, paraissant sincèrement reconnaissant. « Merci. Et Madame Dubois. Oui, rien de ce qui se passe dans l'appartement privé n'arrive aux journaux. Compris ? » Le ton n'était pas menaçant, mais le message était clair. Marie comprit à ce moment qu'elle n'était pas là seulement pour son travail exemplaire ou pour la bonté dont elle avait fait preuve envers Lucas. Elle était là parce que Philippe Moreau avait besoin de s'assurer qu'elle était digne de confiance, qu'elle ne parlerait pas de ce qu'elle avait vu ou entendu. « Compris, monsieur le gouverneur », répondit-elle, soutenant son regard. Quand il s'éloigna, Marie réalisa qu'elle venait de conclure un accord tacite avec l'un des hommes les plus puissants de la région.
Une partie d'elle craignait les implications de cela, mais une autre partie, la mère qui avait vu la souffrance dans les yeux de Lucas, savait qu'elle n'aurait pas pu répondre différemment. Le week-end suivant, Lucas arriva au palais accompagné par sa mère. À travers la fenêtre de la buanderie, Marie les observa descendre d'une voiture élégante. Le garçon semblait réticent, traînant les pieds tandis que sa mère parlait rapidement avec le gouverneur qui les avait accueillis à l'entrée. Il y avait de la tension dans l'air, perceptible même à distance. Marie continua ses tâches, attendant le moment approprié pour la rencontre que le gouverneur avait sollicitée. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Moins d'une heure plus tard, elle fut appelée à l'appartement privé. Lucas s'était assis seul dans le salon, jouant distraitement sur une tablette. Il leva les yeux quand elle entra et, à la surprise de Marie, son visage s'illumina d'un sourire de reconnaissance. « Tu travailles ici maintenant ?» demanda-t-il, laissant l'appareil de côté. « Oui, depuis quelques semaines, » répondit Marie, s'approchant avec un sourire. « Ton père m'a invité à rejoindre l'équipe du palais. » Lucas sembla considérer cette information. « C'était à cause de moi? Parce que tu m'as trouvé ce jour-là » La perspicacité du garçon la surprit. Il était trop observateur pour ses 10 ans. « Peut-être, » admit-elle, s'asseyant dans un fauteuil proche. « Ton père était reconnaissant que je me sois occupé de toi. Tu n'as pas dit que je m'étais enfui, dit-il. Non comme une question, mais comme une constatation. Ce n'était pas mon secret à partager. » Lucas sourit de nouveau, cette fois un sourire plus confiant. « Je t'ai aimé dès ce jour-là. Tu ne m'as pas traité comme un bébé, ni comme, tu sais, comme le fils du gouverneur, » compléta doucement Marie. Il acquiesça, revenant à la tablette sur ses genoux. « Tout le monde agit différemment quand ils savent qui est mon père. Les professeurs, les amis, même leurs parents. C'est comme si je n'étais pas moi, tu comprends? Comme si j'étais juste un accessoire de lui. » La franchise du garçon émut Marie. Elle se souvint de ses propres enfants, des difficultés qu'ils avaient rencontrées en étant les enfants de la femme de ménage à l'école du quartier. « Ça doit être difficile », commenta-t-elle, sans condescendance. « Avant, ce n'était pas comme ça, » répondit-il, sa voix baissant presque, jusqu'à un murmure. « Avant la séparation, avant l'élection, on était normaux. » Marie ne savait pas exactement comment répondre. Elle entrait en territoire délicat, des questions familiales complexes qui ne la concernaient pas. Mais quelque chose dans le regard de Lucas l'empêchait de reculer. « Les choses changent, » dit-elle finalement. « Les familles changent, et ça fait mal, je sais. Mais cela ne signifie pas que ton père a cessé de t'aimer. » Lucas leva les yeux, l'étudiant avec intensité. « Comment le sais-tu ? » « Parce qu'il m'a demandé de parler avec toi, » répondit Marie sincèrement. « Parce qu'il a vu que tu t'es senti à l'aise avec moi, et il veut que tu te sentes bien ici. » Le garçon sembla réfléchir à cela. « Il est toujours occupé, dit-il enfin. Il a toujours quelque chose de plus important. Des réunions, des interviews, des voyages. Les adultes sont parfois tellement préoccupés par l'avenir qu'ils oublient le présent, » commenta Marie, pensant à combien de fois elle-même avait commis cette erreur avec ses enfants. Ils ne réalisent pas qu'ils perdent des moments qui ne reviendront pas. « Tu penses qu'il va changer ?» La question était chargée d'espoir, ce qui rendit encore plus difficile pour Marie de répondre honnêtement. « Je ne sais pas, Lucas, mais je pense qu'il veut essayer. Et c'est déjà un début, non ?» Le garçon ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre panoramique qui offrait une vue impressionnante des jardins du palais. « J'ai rêvé qu'on habitait dans une maison normale, » dit-il soudainement, « sans garde du corps, sans photographe, sans personne qui demande des choses tout le temps, juste nous trois, comme avant. » Marie sentit une douleur dans sa poitrine. La nostalgie dans la voix de Lucas révélait une perte profonde, pas seulement de l'unité familiale, mais d'une vie qui avait du sens pour lui. « Les rêves sont importants, » répondit-elle gentiment. « Ils nous rappellent ce que nous voulons vraiment. » Lucas se tourna vers elle, une détermination soudaine brillant dans ses yeux. « Tu peux m'aider à faire de ce rêve une réalité ?» La question prit Marie au dépourvu. Comment une simple femme de ménage pourrait-elle aider à réconcilier une famille divisée par des circonstances aussi complexes? « Lucas, commença-t-elle incertaine. « S'il te plaît, » insista-t-il s'approchant. « Tu es la seule personne que mon père et ma mère respectent tous les deux. J'ai vu comment ils te regardaient.
Et tu n'as pas peur de dire la vérité. Marie soupira, émue par la confiance innocente que le garçon plaçait en elle. Certaines choses ne sont pas si simples, mon chéri. Tes parents sont des adultes avec des vies compliquées. Mais, tu vas essayer ? Demanda-t-il, avec cette persistance typique des enfants. Avant que Marie ne puisse répondre, ils entendirent des pas dans le couloir. Le gouverneur entra dans la pièce, paraissant épuisé, mais forçant un sourire en voyant son fils. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, regardant de Lucas à Marie. « Oui, monsieur », répondit-elle, se levant. « Nous discutions simplement. » Lucas lança à Marie un regard significatif, presque suppliant, avant de se tourner vers son père. « Marie va dîner avec nous ce soir », annonça-t-il, avec une assurance qui surprit autant la femme de ménage que le gouverneur. « Lucas, madame. » Dubois a ses engagements et, commença Philippe visiblement mal à l'aise. « S'il te plaît, papa, insista le garçon. Tu as dit qu'on pourrait faire ce que je voulais ce week-end. » Le gouverneur hésita, son regard rencontrant celui de Marie, qui était aussi surprise que lui par l'invitation soudaine. Il ne serait pas approprié de déranger madame Dubois. Pendant son temps libre, argumenta-t-il diplomatiquement. Ce ne serait pas un dérangement, répondit Marie, se surprenant elle-même. Le regard plein d'espoir de Lucas était impossible à résister. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Philippe sembla évaluer la situation, percevant l'animation soudaine de son fils, quelque chose de rare ces derniers temps. Eh, bien si c'est ce que Lucas désire, céda-t-il finalement. Ce serait un honneur d'avoir votre compagnie pour le dîner, madame Dubois. Marie sourit, remerciant poliment, tout en essayant d'ignorer la sensation croissante qu'elle venait de franchir une ligne invisible. D'employée à invitée, de femme de ménage à confidente, un rôle dangereux dans un monde où les secrets pouvaient détruire des carrières et des vies. Mais en voyant le sourire sincère de Lucas, le premier dont elle était témoin, elle sut qu'elle n'aurait pas pu refuser. Ce garçon demandait de l'aide à sa manière, et Marie n'avait jamais pu dire non à un enfant en difficulté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce dîner ne serait que le début de son implication dans les secrets les plus intimes de la famille Moreau. Des secrets qui, une fois révélés, changeraient à jamais non seulement le cours de leur vie, mais celui de toute la région. Le dîner dans l'appartement privé du gouverneur fut une expérience surréaliste pour Marie. La table impeccablement dressée, la porcelaine fine, les couverts en argent, tout ce qu'elle avait l'habitude de nettoyer servait maintenant à son repas. Elle s'assit inconfortablement, consciente de l'uniforme simple qu'elle portait encore, se sentant complètement déplacée. Au début, la conversation fut tendue et formelle. Le gouverneur ne savait visiblement pas comment agir dans cette situation inhabituelle, tandis que Lucas observait les deux adultes avec une attente à peine dissimulée. Ce fut le garçon qui finit par briser la glace. « Marie a 3 enfants, annonça-t-il soudainement, et elle les a tous élevés seule. » Philippe haussa les sourcils, sincèrement intéressé. « Impressionnant, ça a dû être difficile. »« Oui, » confirma Marie, se détendant un peu. Parler de ses enfants la mettait toujours plus à l'aise. Mais quand on aime, on trouve des forces qu'on ne savait même pas avoir. « Ces enfants ont tous fait des études, » continua Lucas, comme s'il présentait les références de Marie. « L'un est ingénieur, l'autre est infirmier, et sa fille cadette est en faculté de droit. Il semble que vous ayez fait un excellent travail, commenta Philippe, avec un respect sincère dans la voix. Comment avez-vous réussi en travaillant à temps plein ? Marie sourit, se rappelant les années de lutte. Avec beaucoup d'aide, de ma mère, des voisins, de la communauté. Vous savez, dans les quartiers plus modestes de la ville, les gens s'unissent. Quand je devais faire des heures supplémentaires, il y avait toujours quelqu'un prêt à garder mes enfants. Quand l'un d'eux tombait malade et que je ne pouvais pas manquer le travail, une voisine apparaissait pour s'en occuper. « La communauté », murmura Philippe, comme s'il testait le concept. « Quelque chose qui manque dans les classes plus aisées, n'est-ce pas ? Peut-être, acquiesça Marie. L'argent achète le confort mais isole les gens. Il rend plus difficile de demander de l'aide. » Lucas observait la conversation avec attention, ses yeux brillants quand il intervint. « C'est pour ça que papa ne demande pas d'aide ? Parce qu'il a peur de paraître faible ?» La question directe prit Philippe au dépourvu. Il jeta un regard rapide à Marie, comme s'il cherchait du soutien avant de répondre à son fils. « Ce n'est pas tout à fait ça, Lucas. Quand on est en position de leadership, les gens s'attendent à ce qu'on ait toutes les réponses.
Même quand tu ne les as pas, insista le garçon. Marie observait l'interaction fascinée. Il y avait une dynamique complexe là, des années de malentendus et d'attentes frustrées. Mais il y avait aussi de l'amour. C'était évident dans la façon dont Philippe regardait son fils, même quand il était déconcerté par ses questions directes. Surtout quand nous... Ne les avons pas, répondit finalement le gouverneur, avec une honnêteté qui surprit Marie. C'est là que nous devons le plus feindre d'être en contrôle. Un silence pensif suivit cette confession. Marie réalisa qu'elle était témoin d'un rare moment de vulnérabilité d'un homme habitué à projeter force et confiance. « Maman dit que tu as changé après ton élection », commenta Lucas, baissant les yeux vers son assiette. « Que tu as oublié qui tu étais vraiment. » Philippe soupira profondément. « Ta mère n'a pas entièrement tort, admit-il, à la surprise évidente de son fils. Le pouvoir change les gens, Lucas, parfois subtilement, sans qu'on s'en aperçoive. On commence par faire de petites concessions, en se disant que c'est pour le plus grand bien. Et quand on s'en rend compte, on ne reconnaît plus notre reflet dans le miroir. » Marie se sentait comme une intruse dans ce moment intime, mais avant qu'elle ne puisse penser à une excuse pour se retirer, Lucas se tourna vers elle. « Tu penses qu'il peut redevenir comme avant ?» demanda-t-il, avec cette franchise déconcertante des enfants. Prise au dépourvu, Marie hésita. Ce n'était pas sa place de donner son avis sur la vie personnelle de son employeur, encore moins devant son « fils ». Mais le regard plein d'espoir de Lucas rendait impossible d'esquiver. « Je crois que nous pouvons tous changer quand nous le voulons vraiment, » répondit-elle finalement. « La question est de savoir ce que nous voulons vraiment. » Philippe l'observait intensément, comme si ses paroles portaient un poids spécial. « Et que pensez-vous que je veuille vraiment, Madame Dubois ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Marie soutint son regard, soudainement consciente qu'elle conversait d'égal à égal avec l'un des hommes les plus puissants de la région. « Je pense que vous voulez faire la différence, construire un héritage. Mais vous voulez aussi être un bon père, et vous découvrez que parfois ces désirs entrent en conflit. » Le gouverneur acquiesça lentement, impressionné par la perspicacité de la femme de ménage. « Une analyse assez précise, pour quelqu'un qui me connaît à peine. » Marie sourit discrètement. « Je nettoie votre bureau depuis des semaines, gouverneur. Les livres que vous choisissez, les coupures que vous gardez, les photos sur votre bureau, les objets en disent long sur les personnes. » Philippe sourit, pour la première fois de la soirée, semblant véritablement détendu. « Je vois que j'ai sous-estimé votre observation, Madame Dubois. Les gens sous-estiment généralement ceux qui nettoient leurs espaces, » répondit-elle simplement. « C'est comme si nous étions invisibles, mais cela nous permet de voir beaucoup. » Lucas suivait le dialogue fasciné, son regard alternant entre son père et Marie. « Tu vois, papa ?»« Elle comprend les choses, dit-il avec une admiration enfantine. C'est pour ça qu'on a besoin d'elle. » Philippe fronça les sourcils, intrigué. « On a besoin d'elle ?» Lucas se redressa sur sa chaise, adoptant une posture étonnamment adulte. « Pour nous aider à redevenir une famille, » déclara-t-il avec détermination. « Pas comme avant, je sais que toi et maman n'allez pas revivre ensemble, mais pour qu'au moins on puisse se parler sans se disputer. » Marie s'étouffa avec le jus qu'elle buvait, ne s'attendant pas à une proposition aussi directe. Philippe semblait également surpris. « Lucas, Madame Dubois est une employée du palais, pas une conseillère familiale, » expliqua-t-il patiemment. « Mais elle sait comment élever une famille toute seule, » insista le garçon. « Et toi et maman m'élevez seule, mais séparément. C'est presque la même chose, mais à l'envers. » La logique enfantine arracha un sourire involontaire à Marie. Il y avait une certaine vérité dans l'observation de Lucas. Élever des enfants séparément exigeait autant de coordination que de les élever seuls, peut-être même plus. « Lucas, nous ne pouvons pas simplement... » commença Philippe, mais il fut interrompu par une sonnerie sur son téléphone. Il regarda l'écran et son expression changea instantanément. « Je dois répondre. Nous continuerons cette conversation dans une minute. » Il se leva rapidement et s'éloigna vers le couloir, laissant Marie et Lucas seuls à table. Le garçon saisit l'opportunité. « S'il te plaît, dis que tu vas aider, » chuchota-t-il, se penchant vers elle. « Ma mère vient me chercher demain. Si tu es là, elle restera. Elle ne reste jamais. Elle me dépose et s'en va. » Marie sentit son cœur se serrer.
Ce garçon était désespéré de stabilité, de voir ses parents au moins converser civilement. « Lucas, je ne sais pas si c'est ma place. »« S'il te plaît, » répéta-t-il, les yeux suppliants. « Tu es la seule personne qui peut faire ça. » Avant que Marie ne puisse répondre, Philippe revint dans la pièce, l'air préoccupé. « Je dois partir, » annonça-t-il, s'adressant à son fils. « Il y a eu un problème à la centrale de Chamonix. Rien de grave, mais je dois y être personnellement. » Le visage de Lucas se décomposa. « Tu avais promis qu'on passerait le week-end ensemble. »« Je sais que j'ai promis, fils, mais c'est une urgence. Je reviendrai le plus vite possible, » essaya d'expliquer Philippe, mais le garçon s'était déjà levé et courait vers sa chambre. La porte claqua fortement, laissant le gouverneur debout au milieu de la pièce, paraissant soudain beaucoup plus vieux et fatigué. « Il s'en remettra, » dit-il automatiquement, plus pour lui-même que pour Marie. « Vraiment ?» demanda-t-elle, incapable de se contenir. « Ou est-ce que chaque promesse brisée est une brique de plus dans le mur qui s'élève entre vous ?» Philippe se tourna vers elle, surpris par sa franchise. « Je n'ai pas le choix. Je suis le gouverneur. Et avant tout, vous êtes père, » répondit Marie se levant. « Excusez mon intrusion, monsieur. Ce n'est pas ma place de parler de votre vie personnelle. » Elle se préparait à sortir quand Philippe la retint avec une question. « Que feriez-vous à ma place, Madame Dubois ?» Marie s'arrêta réfléchissant un moment. « J'emmènerai mon fils avec moi, » répondit-elle simplement. « Je lui montrerai pourquoi mon travail est important, au lieu de le transformer en concurrent de mon attention. » Philippe cligna des yeux, comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. Emmener Lucas à une visite technique dans une centrale, mais la sécurité, le protocole. La vie est pleine de protocoles, gouverneur, interrompit doucement Marie. Mais aucun d'entre eux ne sera là quand votre fils grandira et que vous réaliserez que vous avez manqué les moments qui importaient. Sur ces mots, elle prit congé poliment et sortit, laissant Philippe Moreau, l'homme le plus puissant de la région, avec une expression pensive qu'il affichait rarement en public. Elle rentra chez elle ce soir-là avec le sentiment d'avoir franchi une ligne importante. Elle n'était plus seulement la femme de ménage qui nettoyait en silence. Elle était entrée, même brièvement, dans la vie personnelle d'une famille influente. Et quelque chose lui disait que les répercussions de cette implication commençaient seulement à se dévoiler. Le lendemain, un samedi ensoleillé, Marie profitait de son jour de congé en lavant des vêtements dans la petite cour de sa maison, quand elle entendit le son inconfondable d'un freinage brusque dans la rue. Sophie, qui étudiait dans le salon, courut à la fenêtre. « Maman !» appela-t-elle avec urgence dans la voix. « Il y a une voiture officielle garée devant chez nous. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Il n'était pas courant de voir des véhicules du gouvernement dans son quartier modeste de la périphérie. Elle sécha ses mains sur son tablier et se dirigea vers l'avant de la maison, où une voiture noire aux plaques officielles était stationnée. À son grand étonnement, elle vit le chauffeur ouvrir la porte arrière, d'où sortit le gouverneur Philippe Moreau lui-même, suivi par Lucas. Les voisins commencèrent à apparaître aux fenêtres et au portail, curieux de cette présence illustre. Philippe semblait mal à l'aise avec l'attention, mais Lucas souriait, visiblement enthousiasmé par l'aventure. Ils s'approchèrent du portail, où Marie les observait stupéfaite. « Bonjour, Madame Dubois », salua le gouverneur formellement. « Je vous présente mes excuses pour cette visite sans préavis. »« Gouverneur Moreau », réussit à répondre Marie, tout en arrangeant nerveusement ses cheveux décoiffés. « Est-il arrivé quelque chose ?» Ce fut Lucas qui répondit, s'avançant avec animation. « Papa m'a emmené à la centrale. On a vu les turbines et tout. C'était incroyable. Et maintenant, avant de rentrer à la maison, il a dit qu'on pouvait... »« Passez te voir, je peux visiter ta maison ?» Marie regarda Philippe avec confusion qui semblait à la fois embarrassé et déterminé. « J'ai suivi votre conseil, » expliqua-t-il, baissant la voix. « J'ai transformé l'urgence en une opportunité de montrer à Lucas pourquoi mon travail est important. Il... Schemeke. » La fierté discrète dans la voix du gouverneur était palpable. Marie sourit, sincèrement touchée de voir que ses paroles avaient fait la différence. « Entrez, je vous en prie, » invita-t-elle, ouvrant le portail. Sophie apparut à la porte, les yeux écarquillés d'incrédulité en voyant le gouverneur entrer dans leur modeste maison. Marie fit rapidement les présentations, observant sa fille bégayer un salut formel avant de courir à l'intérieur, probablement pour s'assurer que le salon était présentable. Lucas explorait tout avec fascination,
comme si cette maison modeste était une attraction touristique exotique. Philippe, quant à lui, semblait faire un effort conscient pour paraître naturel, bien que son inconfort fût évident. « Vous acceptez un café ?» proposa Marie, essayant d'agir normalement face à cette situation surréaliste. « Avec plaisir », répondit Philippe souriant. Pendant que Marie préparait le café dans la petite cuisine, elle entendit Lucas converser avec animation avec Sophie dans le salon, le pas. Garçon bombardait de questions sur la faculté de droit, sur ce que c'était de grandir dans cette maison, sur les albums de famille que Sophie, ayant surmonté le choc initial, montrait avec fierté. « Votre conseil était précieux, » dit Philippe, qui avait suivi Marie jusqu'à la cuisine. « Je n'avais pas vu Lucas aussi enthousiaste depuis longtemps. Il a posé des dizaines de questions sur la centrale, sur les politiques énergétiques. C'était comme redécouvrir mon propre fils. » Marie sourit, servant le café dans des tasses qu'elle gardait pour les visites spéciales. « Les enfants veulent juste faire partie de notre vie, » répondit-elle simplement. « Quand nous les laissons de côté par protection ou commodité, ils comblent le vide avec des insécurités et des fantasmes effrayants. » Philippe acquiesça pensivement. « Isabelle et moi avons toujours essayé d'épargner Lucas des aspects les plus compliqués de la vie publique. Je réalise maintenant que nous le privions peut-être de comprendre sa propre place dans le monde. Il n'est pas trop tard pour changer cela, » encouragea Marie. Le gouverneur observait la cuisine simple mais impeccablement propre, les casseroles organisées, les photos de famille sur le petit tableau magnétique du réfrigérateur. « Vous savez, j'ai toujours pensé que je connaissais les problèmes des gens ordinaires, » commenta-t-il avec une autocritique inhabituelle. « Je visite des quartiers, des inaugurations, des écoles, mais je ne suis jamais vraiment entré dans la maison de quelqu'un comme ça, sans caméra, sans comité, juste en discutant. » Marie sourit, comprenant l'ampleur de cette confession. « Le pouvoir crée de la distance, » observa-t-elle gentiment. « Il est difficile de se rappeler comment est la vie normale quand tous ceux qui vous entourent vous rappellent constamment que vous êtes spécial. » Philippe rit doucement, avec une humilité que Marie n'aurait jamais imaginé voir en lui. C'est exactement ça. Et le plus ironique, c'est que je suis entré en politique précisément pour réduire ces distances, pour aider des personnes comme, hésita-t-il, réalisant la maladresse potentielle. Comme moi, compléta Marie, sans s'offenser. Des gens ordinaires qui luttent pour survivre avec dignité? Oui, admit-il. Mais le système a une façon de transformer même les meilleures intentions en autre chose. La conversation fut interrompue par Lucas, qui entra dans la cuisine radieux. « Marie, Sophie dit que tu as des photos de quand tu travaillais à l'hôpital. Je peux voir ?» Marie sourit, acquiesçant. La visite se poursuivit, pendant 1 heure de plus, avec un naturel qu'aucun des présents n'aurait pu prévoir. Philippe se détendit progressivement, écoutant des histoires de la vie de Marie, de la communauté, des défis quotidiens qu'elle affrontait, un type d'éducation qu'aucun rapport officiel n'aurait pu fournir. Quand ils prirent finalement congé, Lucas serra Marie dans ses bras avec une affection sincère. « Merci, chuchota-t-il. Papa est différent. » Marie caressa ses cheveux émus. « Il a toujours été cet homme, Lucas. Il avait juste besoin de s'en souvenir. » Philippe tendit la main formellement, mais son regard communiquait une gratitude qui transcendait les conventions. « Social. À lundi, Madame Dubois, dit-il. » Mais il y avait quelque chose de plus dans ses paroles. Une promesse implicite que les choses seraient différentes, à partir de maintenant. Tandis que la voiture officielle s'éloignait, Marie resta au portail, faisant signe à Lucas, qui l'observait par la vitre arrière. Sophie s'approcha, encore étourdie par les événements de cette matinée. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse. « Pourquoi le gouverneur de la région est-il venu chez nous ?» Marie sourit, regardant la voiture disparaître au coin de la rue. « C'est une longue histoire, ma fille. Sur comment, parfois, nous devons rappeler aux personnes puissantes qu'avant tout, elles sont juste des personnes. » Le dimanche se déroula normalement, mais Marie n'arrivait pas à cesser de penser à la visite insolite de la veille. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la facilité avec laquelle sa vie simple et l'existence privilégiée de la famille Moreau s'étaient entrelacées. Comme si une force plus grande que les deux mondes tissait une trame dont le dessin final était encore impossible à entrevoir. Le lundi, en retournant au travail au palais, elle perçut immédiatement que quelque chose avait changé. Les regards,
Des autres employés la suivaient dans les couloirs. Certains curieux, d'autres envieux, d'autres franchement hostiles. Évidemment, la visite du gouverneur à son domicile n'était pas passée inaperçue. « Le gouverneur veut vous voir dans son bureau », informa la secrétaire dès que Marie arriva, le ton révélant un mélange d'intrigue et de ressentiment. Immédiatement, Marie acquiesça, sentant une boule dans l'estomac. Avait-elle franchi une limite invisible? Serait-elle licenciée pour qu'avoir permis que la relation professionnelle devienne trop personnelle? Le cœur battant, elle se dirigea vers le bureau principal. En entrant, elle trouva non seulement Philippe, mais aussi Isabelle, l'ex-épouse, qui la salua d'un signe de reconnaissance. Madame Dubois, Philippe se leva pour l'accueillir. « Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. » Marie obéit, consciente du regard évaluateur d'Isabelle. « Lucas n'a pas cessé de parler de vous et de votre famille, » commença la femme sans préambule. « De comment votre maison est réelle, de comment votre fille est intéressante, de comment vous avez élevé 3 enfants seuls tout en travaillant. Il semble assez impressionné. » Marie ne savait pas comment répondre. Elle se contenta d'acquiescer, attendant de comprendre le but de cette conversation. « Isabelle et moi avons beaucoup parlé hier, » continua Philippe, « de Lucas, de nos défis en tant que parents séparés, et de vous. » La tension de Marie augmenta. D'une façon ou d'une autre, elle était devenue un sujet de discussion entre le couple. Cela ne pouvait pas être bon. « Nous aimerions vous faire une proposition, » dit Isabelle, se penchant légèrement. Pas comme femme de ménage, mais comme mentor. Marie cligna des yeux, confuse. « Mentor ?» Philippe prit la parole. Lucas entre dans une phase difficile. Préadolescence, parents séparés, la pression d'être le fils de personnes publiques. Il a besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui l'aide à naviguer dans ces eaux tumultueuses, quelqu'un avec qui il se sent à l'aise pour être lui-même. « Quelqu'un comme vous, » compléta Isabelle avec une sincérité surprenante. « Vous avez une connexion avec lui que ni Philippe ni moi ne parvenons à établir actuellement. » Marie ne savait que dire. La proposition était aussi inattendue que déconcertante. « Je n'ai pas de formation en pédagogie ou en psychologie, » rappela-t-elle, se sentant obligée de souligner l'évidence. « Je suis juste une femme qui a élevé 3 enfants exemplaires dans des circonstances bien plus difficiles que les nôtres, » interrompit Isabelle. « Une femme qui possède une sagesse pratique qu'aucun diplôme ne peut conférer. » Philippe acquiesça, d'accord avec son ex-femme peut-être pour la première fois en présence de Marie. « Nous aimerions que vous deveniez une sorte de tutrice pour Lucas, » expliqua-t-il, supervisant ses études après l'école, l'accompagnant dans ses activités étant un point de stabilité entre nos 2 maisons. Marie se sentit étourdie par la proposition. C'était un changement radical de fonction, de responsabilité, de statut. Mais mon travail ici serait remplacé par ce nouveau rôle, clarifia Philippe, avec une rémunération adéquate, bien sûr, significativement plus élevée que votre salaire actuel. Isabelle observait Marie attentivement, évaluant sa réaction. « Nous comprenons que c'est un grand changement, que vous pouvez avoir des réserves. Mais Lucas vous fait confiance et c'est quelque chose de rare et précieux. » Marie respira profondément, essayant de traiter tout cela. Une partie d'elle voulait refuser immédiatement. Elle entrait dans des eaux trop profondes, dans des relations trop complexes, pour quelqu'un de son origine modeste. Mais une autre partie se souvenait du regard de Lucas, de la solitude qu'elle y avait vue, de la connexion authentique qu'ils avaient établie. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « C'est une décision importante. » Philippe et Isabelle échangèrent un regard, comme s'ils s'attendaient à cette réponse. « Bien sûr, » répondit Philippe, « prenez le temps dont vous avez besoin. En attendant, continuez vos fonctions normales. » Marie les remercia et se leva pour sortir. Mais Isabelle la retint avec une question inattendue. « Pourquoi pensez-vous que Lucas s'est tant attaché à vous ?» Marie hésita, réfléchissant à la question. « Peut-être parce que je n'attends rien de lui, » répondit-elle honnêtement. « Je n'ai pas d'attente sur qui il devrait être ou devenir. Je vois juste un garçon qui essaie de comprendre sa place dans le monde. » Isabelle sourit, une expression de compréhension illuminant son visage. « C'est exactement pour cela que nous vous voulons, Marie, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Lucas a trop de personnes dans sa vie qui attendent des choses de lui. Professeur, garde du corps, assistant,
Même nous, ses parents. Tous ont des attentes. Vous l'acceptez simplement comme il est. » Les mots touchèrent Marie profondément. Peut-être était-ce vrai. Peut-être sa plus grande qualité était-elle justement la capacité de voir les personnes au-delà des étiquettes, des fonctions et des positions sociales. « J'y réfléchirai avec attention », promit-elle, avant de se retirer. En sortant du bureau, Marie savait que sa vie était sur le point de changer drastiquement. Peu importait sa décision, elle n'était plus simplement la femme de ménage invisible. Elle était devenue une pièce importante dans le puzzle complexe de la famille Moreau. Et tandis qu'elle marchait dans les couloirs luxueux du palais, elle réalisa qu'elle voyait au-delà des apparences polies. Elle voyait les fissures dans les façades parfaites, les fragilités cachées sous le pouvoir et l'influence. Elle voyait une famille brisée essayant de se reconstruire. Le plus surprenant de tout, il pensait qu'elle pourrait les aider. Une femme simple de la périphérie, sans formation académique, sans connexion politique, juste avec la sagesse, acquise dans une vie de lutte et de dépassement. À ce moment, Marie comprit que sa plus grande contribution ne serait peut-être pas pour Lucas, mais pour ses parents. Pour leur montrer une façon différente de voir le monde, les relations, les priorités. Et cette révélation était aussi effrayante qu'exaltante. La décision ne fut pas facile. Marie passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Elle discuta exhaustivement avec Sophie, qui alternait entre l'enthousiasme pour l'opportunité financière et la crainte de voir sa mère impliquée dans des jeux de pouvoir qu'elle ne comprenait pas. Elle parla avec ses fils aînés par téléphone, écoutant des opinions divergentes sur l'acceptation ou non du nouveau rôle. Finalement, une semaine après la proposition, elle communiqua sa décision à Philippe et Isabelle. Elle accepterait la position de tutrice de Lucas, mais avec quelques conditions. Elle ne renoncerait pas à son identité, à ses valeurs, à sa franchise. Elle ne deviendrait pas une employée servile, prête à plaire à tout prix, et elle garderait sa maison dans la périphérie, refusant de déménager dans un quartier plus noble comme il l'avait suggéré par commodité. À sa surprise, le couple accepta toutes les conditions sans hésitation. « C'est exactement parce que vous êtes qui vous êtes que nous vous voulons proche de Lucas », expliqua Isabelle, avec une sincérité que Marie commençait à apprécier. « Si vous changiez pour nous plaire, vous perdriez justement ce qui vous rend spécial à ses yeux. » Ainsi commença une nouvelle phase dans la vie de Marie Dubois, de femme de ménage à tutrice personnelle du fils du gouverneur. Une transformation que personne, pas même elle, n'aurait pu prévoir. Les premiers mois furent d'adaptation. Marie partageait son temps entre la maison d'Isabelle, où Lucas vivait pendant la semaine, et le palais où il passait les week-ends alternés avec son père. Elle supervisait les études du garçon, l'accompagnait dans ses activités extrascolaires, servait de pont de communication entre les parents quand nécessaire. Progressivement, Lucas s'épanouit sous sa tutelle. Ses notes s'améliorèrent, sa confiance augmenta, son sourire devint plus fréquent. Marie découvrit en lui une intelligence aiguë et une sensibilité inhabituelle pour son âge, des qualités qui avaient peut-être été éclipsées par la turbulence émotionnelle des dernières années. Plus surprenant encore fut la façon dont sa présence commença à influencer Philippe et Isabelle. Le gouverneur, auparavant si concentré sur son image publique, commença à réserver du temps authentique pour son fils, sans assistant, sans photographe, sans agenda politique. Isabelle, de son côté, adoucit son amertume envers son ex-mari, permettant une communication plus constructive sur l'éducation de Lucas. Marie observait ces changements avec une satisfaction discrète. Elle ne s'attribuait pas le mérite. Elle savait que le mérite revenait au couple lui-même, qui plaçait finalement le bien-être de leur fils au-dessus des ressentiments personnels. Mais elle ressentait de la fierté d'avoir été peut-être un catalyseur pour cette transformation. Cependant, tout n'était pas rose. La presse découvrit bientôt l'histoire de la femme de ménage promue tutrice, et les spéculations allèrent au bon train. Certains médias insinuaient une relation inappropriée entre Marie et le gouverneur. D'autres questionnaient ses qualifications. Certains allèrent jusqu'à suggérer qu'elle était une espionne, placée par l'opposition, pour obtenir des informations privilégiées. Marie apprit à ignorer les tabloïds, bien qu'il fût douloureux de voir son nom et son intégrité remis en question publiquement. Le soutien ferme de Philippe et Isabelle face aux spéculations était réconfortant, tout comme l'indignation féroce de Lucas pour la défendre.
Ne fais pas attention à eux, Marie, disait le garçon, avec une maturité surprenante. Les personnes malheureuses essaient toujours de détruire ce qu'elles ne comprennent pas. Cet enfant continuait de surprendre Marie par sa perspicacité. En quelques mois, il s'était transformé d'un garçon peu sûr de lui et rancunier en un préadolescent confiant et réfléchi. C'était comme si, en se sentant véritablement vu et entendu, Lucas trouvait enfin l'espace pour être lui-même. Un après-midi, alors qu'ils étudiaient la géographie dans le spacieux salon de la maison d'Isabelle, Lucas posa une question, inattendue. « Marie, penses-tu que mon père est une bonne personne ?» Elle leva les yeux du livre, surprise par la question directe. « Pourquoi demandes-tu cela ?» Lucas haussa les épaules, feignant le désintérêt. Mais Marie le connaissait, trop bien pour être dupe. « J'ai entendu des garçons à l'école. Ils disaient que mon père ne se soucie que de lui-même, que cette histoire du barrage n'était que pour gagner des voix. » Marie soupira. Il était inévitable que Lucas, en grandissant, commence à entendre les critiques dirigées contre son père. Le monde politique était impitoyable, et être le fils d'une figure publique signifiait faire face à des perceptions et des jugements constants. « Qu'en penses-tu » renvoya-t-elle au lieu de répondre directement. Lucas réfléchit un moment. « Je pense qu'il veut faire ce qui est juste. Mais parfois, je ne sais pas. On dirait qu'il doit choisir entre faire ce qui est juste et faire ce que les gens. » Attendons. Marie sourit, impressionnée par l'observation astucieuse. Les personnes en position de pouvoir font face à des dilemmes que la plupart d'entre nous n'auront jamais à affronter, expliqua-t-elle gentiment. Des décisions qui affectent des milliers de vies. Et il y a rarement des réponses simples ou parfaites. Mais, et quand il doit choisir entre sa famille et son travail, insista Lucas, arrivant au cœur de sa préoccupation. Ça devrait être un choix facile, non? Marie réfléchit soigneusement avant de répondre. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, le sens du devoir, de la responsabilité envers la communauté est aussi fort que l'amour pour la famille. Ton père croit qu'il peut faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Cela ne signifie pas qu'il t'aime moins. Lucas absorba les paroles en silence avant de demander « Et toi, Marie, que choisirais-tu » ? « J'ai dû faire ces choix, Lucas, » répondit-elle, avec l'honnêteté qui caractérisait toujours leur conversation. « J'ai travaillé à 2 emplois quand mes enfants étaient petits. J'ai manqué des anniversaires, des spectacles scolaires, des moments qui ne reviendront jamais. Cela m'attriste, mais je sais que c'était nécessaire pour leur donner un avenir meilleur. » Le garçon acquiesça, comprenant. « Alors tu penses que mon père a raison de mettre parfois le travail en premier ?» Marie sourit, reconnaissant le piège dans la question apparemment innocente. « Je pense que chaque famille doit trouver son propre équilibre, » répondit-elle diplomatiquement. « Et cet équilibre change avec le temps, avec les circonstances, avec les besoins de chacun. » Lucas ne semblait pas totalement satisfait de la réponse, mais l'accepta d'un signe de tête. Ils retournèrent aux études, mais Marie perçut que la conversation n'était pas terminée. Ce n'était que le début d'un éveil plus large. Lucas commençant à comprendre les complexités du monde adulte, les nuances qui existaient au-delà, du noir et blanc de sa perception enfantine. Cette conversation fut la première de nombreuses. Dans les mois suivants, Lucas chercha en Marie une orientation sur des questions de plus en plus profondes. Comment gérer la pression des camarades? Comment comprendre le divorce de ses parents, au-delà du récit simplifié qu'on lui avait offert? Comment former ses propres opinions sur la politique, l'environnement, la justice sociale, des thèmes qui imprégnaient inévitablement son quotidien en tant que fils d'un gouverneur. Marie avançait avec précaution sur ce terrain délicat. Elle n'imposait jamais ses vues, se limitant à offrir des perspectives différentes, à encourager la pensée critique, à valoriser l'empathie au-dessus de toute idéologie. Elle savait que ce n'était pas son rôle de modeler les convictions de Lucas, mais plutôt de l'aider à développer les outils pour former ses propres croyances. Philippe et Isabelle observaient cette influence avec des sentiments mitigés. D'un côté, ils appréciaient la maturation évidente de leur fils. De l'autre, ils étaient occasionnellement surpris, et pas toujours confortablement, par les nouvelles perceptions que Lucas développait, certaines clairement inspirées par les expériences de vie et les valeurs de Marie. Un soir, pendant un dîner au palais, Lucas surprit tout le monde en demandant pourquoi les employés de la cuisine ne s'asseyaient pas à table avec eux. « Ils préparent la nourriture. »
s'occupent de la maison, font tout fonctionner, argumenta-t-il. Pourquoi mangent-ils séparément, comme s'ils étaient moins importants? Philippe s'étouffa avec son vin tandis qu'Isabelle tentait de cacher un sourire. Marie resta neutre, bien que secrètement fière de l'observation. Il y a des protocoles. Lucas, expliqua Philippe, se reprenant. Des traditions qui... Les traditions peuvent changer, interrompit le garçon, avec une assurance qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Marie dit que le respect n'a rien à voir avec qui s'incline devant qui, mais avec qui, voilà, valeur en chaque personne. Philippe lança un regard à Marie, qui se contenta de hausser les épaules, comme pour dire « Ce sont ses mots, pas les miens ». Marie a raison, admit finalement le gouverneur. Mais certains changements prennent du temps, et certaines traditions, même imparfaites, ont leur valeur. La conversation se poursuivit, mais Marie réalisa que quelque chose d'important s'était produit. Lucas trouvait sa voie. Il commençait à questionner non seulement le monde qui l'entourait, mais aussi les privilèges mêmes qu'il avait toujours tenus pour acquis. Plus tard, quand Lucas s'était déjà retiré, Philippe appela Marie dans son bureau. « Vous transformez mon fils en révolutionnaire, Madame Dubois ?» demanda-t-il, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres qui adoucissait la question. « Je réponds simplement à ces questions honnêtement », se défendit Marie. Lucas a un fort sens naturel de la justice. Cela vient de lui, pas de moi. Philippe acquiesça, se servant un verre de whisky. « Oui, il l'a toujours eu, mais vous, l'amplifiez. Je ne me plains pas, ajouta-t-il rapidement. C'est rafraîchissant de voir comment il développe sa propre pensée, même quand cela me met mal à l'aise. » Marie se détendit un peu, soulagée de ne pas être réprimandée. « Surtout quand cela vous met mal à l'aise, » corrigea-t-elle doucement. C'est ainsi que nous savons qu'il réfléchit vraiment et ne répète pas simplement ce qu'il entend. Philippe rit doucement, l'étudiant avec un nouveau type de respect. « Vous savez, Marie, quand nous vous avons engagé pour aider Lucas, je n'aurais jamais imaginé que vous finiriez par nous éduquer tous. » Elle sourit, se sentant à la fois fière et humble. Peut-être qu'éduquer est un mot trop fort. Disons que nous apprenons tous ensemble. Le gouverneur leva son verre en un toast silencieux à cette observation. Pendant un moment, il n'était plus employeurs et employés, politiques puissants et femmes simples de la périphérie. Ils étaient simplement deux personnes qui se souciaient profondément du bien-être d'un enfant extraordinaire. Ce moment marqua une nouvelle étape dans la relation entre Marie et la famille Moreau. Elle n'était plus seulement la tutrice engagée pour aider un garçon en difficulté. Elle était devenue, de manière subtile mais profonde, une conseillère pour toute la famille. Quelqu'un dont la perspective unique, formée par une vie si différente de la leur, offrait des aperçus qu'aucun assistant, thérapeute ou consultant politique ne pouvait fournir. Ce qu'aucun d'entre eux ne percevait encore, c'est que cette transformation de rôle les plaçait sur un chemin qui changerait non seulement leur vie personnelle, mais potentiellement le destin politique de toute la région. Et que le catalyseur de ce changement serait Lucas lui-même, le garçon que Marie avait trouvé en pleurs, seul dans des toilettes du tribunal, à peine un an auparavant. Les mois suivants apportèrent une routine plus établie. Lucas continuait à prospérer académiquement et émotionnellement. Philippe et Isabelle avaient trouvé un équilibre plus sain dans leur coparentalité. Et Marie, bien qu'occasionnellement nostalgique de sa vie plus simple avant les Moreau, se sentait épanouie dans son nouveau rôle. Puis, un mercredi après-midi apparemment ordinaire, quelque chose se produisit qui ébranlerait les fondements de ce fragile équilibre. Lucas revint de l'école inhabituellement agité. Marie, qui l'attendait dans la maison d'Isabelle comme d'habitude, remarqua immédiatement que quelque chose le perturbait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, tandis que le garçon jetait son sac à dos sur le canapé avec plus de force que nécessaire. « Rien, répondit-il sèchement, se dirigeant vers la cuisine. Marie le suivit, l'observant ouvrir le réfrigérateur et fixer l'intérieur sans vraiment voir le contenu. « Lucas, appela-t-elle gentiment. Je connais ce rien. C'est le genre de rien qui est plein de quelque chose. » Le garçon ferma le réfrigérateur sans rien prendre, s'appuyant contre le comptoir. Pendant un moment, il sembla lutter intérieurement, décidant s'il devait partager ce qui le tracassait. Finalement, il tendit à Marie son téléphone déverrouillé, ouvert sur un message texte. « Richard me l'a envoyé aujourd'hui, » dit-il, faisant référence à un camarade de classe. Marie prit l'appareil et lut le message,
qui contenait un lien vers un article d'un blog de politique locale. Le titre sauta à ses yeux, La véritable histoire de l'annulation du barrage, le SAL. Secret du gouverneur Moreau. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle hésitante. Lis, insista Lucas, la voix tremblante d'une émotion que Marie ne parvint pas à identifier immédiatement. Colère, peur, honte. Marie ouvrit le lien, sentant une appréhension croissante. L'article prétendait avoir des preuves que la décision de Philippe d'annuler le projet du barrage plus d'1 an auparavant n'avait pas été motivée par des préoccupations environnementales ou sociales, comme annoncé publiquement. Selon le reportage, le véritable motif aurait été un système de détournement de fonds qui avait été découvert et menaçait d'éclater si le projet se poursuivait. L'article citait des sources proches du gouverneur et insinuait que la soudaine apparition de conscience sociale de Philippe était en réalité une manœuvre désespérée pour éviter un scandale plus important. Il suggérait également que le gouverneur avait sacrifié le projet uniquement pour protéger des alliés politiques impliqués dans des irrégularités. Marie termina la lecture en sentant un poids dans l'estomac. Elle regarda Lucas, dont les yeux débordèrent maintenant de larmes contenues. « Lucas », commença-t-elle incertaine de ce qu'il fallait dire. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix se brisant. « Mon père est corrompu ?» La question frappa Marie comme un coup de poing. Comment répondre à une chose pareille? Elle ne pouvait pas simplement écarter l'accusation comme fausse, car elle n'avait pas assez de connaissances pour faire une telle affirmation. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser Lucas croire le pire sans remettre en question la source et les motivations derrière ce reportage. « On ne peut pas tirer de conclusions basées sur un blog, Lucas, répondit-elle prudemment. Il y a des gens qui ont intérêt à nuire aux figures publiques. Tout ce qu'on lit en ligne n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, insista-t-il, les larmes coulant maintenant librement, et si tout ce qu'il fait, toutes les bonnes choses qu'il dit faire étaient des mensonges? Marie respira profondément, comprenant la profondeur de la crise qui s'installait. Il ne s'agissait pas seulement d'une accusation politique contre Philippe. C'était un coup direct à la confiance nouvellement construite de Lucas, à l'image qu'il avait de son père, à la base même de sa propre identité. « Faisons ceci », proposa-t-elle, tenant doucement les épaules du garçon. « D'abord, tu dois te calmer. Ensuite, nous devons parler à ton père, lui donner la chance d'expliquer sa version. »« Il va mentir », murmura Lucas, le scepticisme adolescent affleurant dans sa voix. « Les politiciens mentent toujours. »« Pas tous, pas toujours », corrigea Marie. « Et ton père, avant d'être politique, est ton père. Il mérite au moins le bénéfice du doute. » Lucas hésita, clairement partagé entre le besoin de croire en son père et la peur d'être déçu. « Tu seras là quand je lui poserai la question », demanda-t-il finalement, la vulnérabilité dans sa voix rappelant à Marie le garçon effrayé qu'elle avait rencontré au tribunal. « Je serai là », promit-elle, sachant qu'elle se plaçait potentiellement dans une position délicate. « Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose en retour. »« Quoi ?»« Que tu écouteras. Vraiment écouteras. Sans jugement préalable, sans présumer le pire. Peux-tu faire ça ?» Lucas acquiesça à contre-cœur, séchant ses larmes avec la manche de son t-shirt. Marie envoya un message à Philippe, demandant une rencontre urgente, sans entrer dans les détails. La réponse vint presque immédiatement. Il serait à la maison à 7 heures du soir. Les heures suivantes furent tendues. Marie essaya de distraire Lucas avec ses études, mais il était évident que le garçon n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit était consumé par le doute corrosif que l'article avait planté. Quand Philippe arriva finalement, paraissant épuisé après une longue journée d'engagement, Marie lui fit un geste discret, indiquant qu'il devait parler seul avant d'impliquer Lucas. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il dès qu'ils entrèrent dans le bureau d'Isabelle, fermant la porte. Votre message semblait urgent. Marie expliqua rapidement l'article, observant le visage de Philippe pâlir progressivement. « Lucas a lu ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Oui, un camarade le lui a envoyé à l'école, confirma Marie. Il est dévasté, Philippe. Il a besoin de réponses. » Le gouverneur passa la main sur son visage, un geste de profonde fatigue. « C'est une calomnie, dit-il finalement. Une partie d'une campagne coordonnée de diffamation. Les élections approchent et mes opposants deviennent désespérés. »« Alors il n'y a aucune vérité là-dedans, insista Marie.
ayant besoin d'être sûr avant d'affronter Lucas. Philippe hésita une seconde de trop. Pas de la façon dont c'est présenté, répondit-il finalement. La décision concernant le barrage était véritablement basée sur des préoccupations environnementales et sociales. Mais, il fit une pause, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots, des irrégularités ont été découvertes pendant le processus de révision. Des irrégularités qui n'étaient pas de ma responsabilité, mais qui se sont produites sous mon administration. Marie l'observa attentivement, essayant de discerner la vérité dans ses paroles. « Et qu'avez-vous fait concernant ces irrégularités ? Ce que j'ai pu dans les limites légales et politiques, répondit-il, avec une franchise qui l'a surpris. J'ai écarté les responsables, initié des audits internes, restructuré des départements entiers. Mais je ne pouvais pas simplement dénoncer publiquement sans preuve concrète, sans certitude absolue de qui était impliqué. Cela aurait causé un chaos politique sans résoudre le problème réel. Marie acquiesça, commençant à comprendre. La politique était beaucoup plus compliquée que le noir et blanc. Il y avait des nuances, des compromis, des décisions impossibles. Vous devez expliquer cela à Lucas, dit-elle fermement. Non pas comme un gouverneur expliquant à un citoyen, mais comme un père parlant à son fils, sans évasion, sans langage politique. La vérité dans la mesure où il peut la comprendre. Philippe parut momentanément ébranlé par la franchise de Marie, mais acquiesça. « Vous avez raison. Il mérite de connaître la vérité, même si elle est compliquée. Pas seulement la vérité sur le barrage, ajouta Marie, mais sur ce que signifie être une figure publique, sur les choix difficiles, les compromis nécessaires, les limitations, du pouvoir réel par rapport au pouvoir perçu. Il grandit, Philippe. Il est à l'âge de commencer à comprendre ces complexités. » Le gouverneur étudia Marie avec un nouveau type d'admiration. « Comment êtes-vous devenue si sage, Marie Dubois ?» Elle sourit légèrement. « Ce n'est pas de la sagesse, c'est simplement de l'expérience. Quand on vit sans privilège, on apprend rapidement que le monde offre rarement des solutions parfaites. » Ils appelèrent Lucas, qui entra dans le bureau avec une expression fermée, la posture défensive. Marie resta à ses côtés, une présence réconfortante tandis que Philippe affrontait le moment le plus difficile de sa paternité. « Lucas, commença-t-il sans détour, Marie m'a parlé de l'article que tu as lu. Je veux que tu saches que ce n'est pas vrai, pas de la façon dont c'est écrit. Qu'est-ce que ça signifie ?» questionna immédiatement le garçon. « Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. » Philippe sourit tristement, reconnaissant la logique adolescente qui n'admettait pas de demi-mesure. « Le monde est rarement si simple, fils. Surtout le monde de la politique. » Durant les 40 minutes suivantes, Philippe expliqua, avec une honnêteté que Marie ne lui avait jamais vu démontrer, les complexités derrière la décision du barrage. Il parla de la découverte d'irrégularités qui précédaient son administration, de l'impossibilité de continuer le projet sans être complice de ses problèmes, du choix d'annuler le projet pour les bonnes raisons, même s'il y avait aussi des raisons stratégiques. Lucas écouta en silence, le visage masquant une concentration intense. Marie observait l'interaction, prête à intervenir si nécessaire, mais permettant au père et au fils de trouver leur propre chemin dans ce territoire difficile. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité au public ?» demanda finalement Lucas. « Pourquoi n'as-tu pas dénoncé les personnes en faute ?» C'était la question que Marie attendait, celle qui exposait le cœur du dilemme moral que Lucas affrontait. « Parce que nous ne pouvons pas toujours faire ce qui est absolument juste, » répondit Philippe, après un moment de réflexion. « Parfois, nous devons choisir entre ce qui est partiellement juste et ce qui est complètement faux. Dénoncer publiquement, sans preuves irréfutables, aurait détruit des réputations, peut-être injustement. Cela aurait paralysé le gouvernement, nous empêchant de faire quoi que ce soit de bon. Parfois, Lucas, le travail le plus important se fait en coulisses, loin des projecteurs. »« Ça ressemble à une excuse, » rétorqua Lucas, toujours pas convaincu. « Peut-être, » admit Philippe, surprenant tant Lucas que Marie par sa franchise. « Peut-être aurais-je pu être plus courageux, plus ferme. Je ne suis pas parfait, fils. Je commets des erreurs. Je fais des concessions qui parfois me hantent la nuit. Mais tout ce que je fais, chaque décision que je prends, chaque compromis que j'accepte, c'est avec un objectif en tête. Laisser cette région meilleure que je ne l'ai trouvée. » Le silence qui suivit était lourd, chargé des implications de cette admission d'imperfection.
Lucas semblait traiter tout cela, son visage révélant le conflit interne entre la déception et le soulagement, entre l'idéalisation enfantine et la compréhension émergente des complexités adultes. « Comment je sais que tu me dis la vérité ?»« Maintenant ?» demanda-t-il finalement d'une petite voix. Philippe regarda Marie comme s'il cherchait des conseils. Elle acquiesça avec encouragement. « Tu ne le sais pas, » répondit-il simplement. « Tu devras me faire confiance. Ou pas. C'est ton choix, Lucas. Mais sache que, indépendamment de ce que tu décideras, indépendamment de ce que tu liras sur moi, de ce que tu entendras sur moi, une chose ne changera jamais. Tu es mon fils, et je t'aime plus que tout au monde. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Lucas. Il ne répondit pas, ne fit pas un geste pour embrasser son père comme Philippe l'espérait visiblement. Au lieu de cela, il regarda Marie comme s'il cherchait confirmation. « Qu'en penses-tu, Marie ?» demanda-t-il. Sa confiance, en elle évidente dans chaque syllabe. « Je devrais le croire ?» La question prit Marie au dépourvu. Soudainement, elle réalisa le pouvoir qu'elle avait involontairement acquis dans cette famille. Lucas lui demandait effectivement de juger l'intégrité de son père. Un poids énorme, une responsabilité effrayante. « Je crois que ton père t'aime profondément, » répondit-elle avec précaution. « Et je crois qu'il essaie d'être aussi honnête que possible dans une situation compliquée. Quant au reste, je pense que tu grandis, Lucas. Tu grandis suffisamment pour commencer à former tes propres jugements, basés non sur ce que les autres disent, mais sur ce que tu observes et ressens. » Lucas acquiesça lentement, absorbant les mots. Puis, à la surprise des deux adultes, il fit un pas en avant et étreignit son père. Une étreinte brève, encore pleine de réserve, mais une étreinte tout de même. « Je suis encore contrarié », murmura-t-il contre la poitrine de Philippe. « Je ne sais toujours pas si je crois tout. Mais merci de ne pas me mentir, de ne pas me traiter comme un enfant. » Philippe serra son fils en retour, l'émotion visible sur son visage. « Merci de me donner la chance de m'expliquer, » répondit-il, la voix rauque, « de ne pas me juger immédiatement. » Marie observait la scène, avec un mélange d'émotions. Soulagement de voir père et fils se reconnecter, fierté d'avoir aidé à faciliter ce moment, mais aussi une inquiétude croissante. Les révélations de cette soirée avaient des implications qui allaient bien au-delà de cette étreinte réconciliatrice. Elle était entrée dans un monde d'ombres et de demi-vérités, un monde où les lignes entre le bien et le mal devenaient floues, où les bonnes intentions pouvaient mener à des compromis discutables, où la vérité était rarement simple ou confortable. Plus que jamais, Marie sentait le poids de sa responsabilité, pas seulement envers Lucas, mais envers la vérité, quoi que cela signifie dans ce nouveau territoire complexe où elle se trouvait. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle raconta l'histoire à Sophie, omettant les détails confidentiels, mais partageant le dilemme moral central. Sa fille l'écouta en silence, le visage grave, avant de faire une observation qui poursuivrait Marie dans les jours suivants. « Maman, tu te rends compte que tu deviens partie du système que tu as toujours critiqué, non pas comme victime, mais comme participante. » La question résonna dans l'esprit de Marie, tandis qu'elle essayait de dormir. Devenait-elle vraiment partie de quelque chose de plus grand qu'elle? Et si oui, utilisait-elle son influence pour faire la différence, ou était-elle cooptée par une réalité dont elle avait appris depuis longtemps à se méfier? Elle n'avait pas encore de réponse, juste la certitude croissante que sa vie s'était transformée en quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer le jour où elle avait trouvé un garçon pleurant seul dans des toilettes du tribunal. Et que les véritables épreuves de sa nouvelle réalité commençaient seulement à se révéler. Les mois suivants furent marqués par une intensification de la campagne politique contre Philippe. À mesure que les élections approchaient, de nouvelles accusations surgissaient chaque semaine. Certaines évidemment fausses, d'autres avec d'inquiétantes nuances de vérité. Marie observait avec une préoccupation croissante comment Lucas absorbait tout cela, devenant de plus en plus cynique, plus réservé. Isabelle était également préoccupée. Un soir, tandis que Lucas étudiait dans sa chambre, elle invita Marie à une conversation franche sur la terrasse. « Il change », commenta-t-elle, regardant vers la porte fermée de son fils. « Il devient trop amer pour quelqu'un de si jeune. » Marie acquiesça, partageant cette préoccupation.
C'est difficile pour lui. Chaque enfant veut croire que son père est un héros. Isabelle sourit tristement, jouant avec le bord de son verre de vin. Tu sais, malgré tous mes ressentiments, envers Philippe, je n'ai jamais voulu que Lucas perde son admiration pour lui. Un garçon a besoin de référence, surtout un garçon de son âge. Lucas admire toujours son père, assura Marie, simplement d'une façon plus compliquée maintenant. Il apprend que les personnes réelles sont imparfaites. Une leçon trop dure pour ses 12 ans, soupira Isabelle. Parfois je me demande si je devrais l'éloigner de tout ça, l'envoyer dans un internat à l'étranger peut-être, loin des projecteurs, des accusations, de la politique sale. Marie fronça les sourcils, alarmée par la suggestion. Je pense que ce serait une erreur, opina-t-elle sincèrement. Lucas a besoin de stabilité, pas de plus de rupture. L'envoyer loin maintenant semblerait un abandon, pas une protection. Isabelle étudia Marie avec curiosité. Tu te soucies vraiment de lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un travail pour toi. Bien sûr que je m'en soucie, répondit Marie, surprise par la question. J'ai passé la dernière année et demie à ses côtés. Je l'ai vu grandir, changer, affronter des défis. Comment ne m'en soucierais-je pas? Isabelle sourit, un sourire sincère cette fois. Tu sais ce qui est drôle? Quand Philippe a suggéré de t'engager, j'ai pensé que c'était juste une de ses manœuvres politiques. La généreuse seconde chance que le gouverneur a donnée à l'humble femme de ménage. Un beau titre pour les journaux. Marie cligna des yeux, surprise par la franchise. Et maintenant? Maintenant, je vois que c'était la meilleure. Décision que nous ayons prise, admit Isabelle. Lucas a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un de réel. Quelqu'un qui n'est pas pris dans ce jeu d'apparence et de pouvoir. Elle fit une pause, réfléchissant. Nous en avons tous besoin. La sincérité de la confession émut Marie. Derrière la façade sophistiquée et contrôlée, Isabelle était simplement une mère inquiète, essayant de protéger son fils dans des circonstances extraordinairement compliquées. Il ira bien, assura Marie avec une conviction qui venait de l'expérience. Lucas est fort, intelligent, et il vous a tous les deux. Il trouvera son chemin. Isabelle acquiesça, voulant y croire. Elles étaient sur le point de terminer la conversation quand le téléphone de Marie sonna. C'était Sophie, ce qui était inhabituel. Sa fille la dérangeait rarement pendant les heures de travail, à moins que ce ne soit important. Maman, la voix de Sophie était agitée. Tu dois voir ça. Il parle de toi sur les réseaux sociaux et à la télé. C'est mauvais. Marie sentit un frisson parcourir son échine. De quoi parles-tu, ma fille? Ce blog, le même qui a publié les choses sur le gouverneur. Ils ont un article sur toi maintenant. Ils insinuent... Sophie hésita, clairement mal à l'aise. Ils insinuent que toi et le gouverneur avez une liaison, que c'est pour ça qu'il t'a promu, et que tu es une sorte d'espionne pour lui, collectant des informations compromettantes sur son ex-femme. Le sang de Marie se glaça. Isabelle perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas et se pencha, préoccupée. « Je rentre à la maison », dit fermement Marie, terminant l'appel. Elle se tourna vers Isabelle, qui l'observait avec une expression interrogative. « Je dois partir, quelque chose s'est produit. »« Que s'est-il passé ?» demanda Isabelle, sincèrement préoccupée. Marie hésita. Comment expliquer cela? Comment dire à l'ex-femme du gouverneur qu'elle était accusée d'avoir une liaison avec lui et de l'espionner? « Il vaut mieux que vous appeliez Philippe, » dit-elle finalement. « Il semble que je sois aussi entrée dans le collimateur de la campagne de diffamation. » Elle prit son sac et se dirigea rapidement vers la porte, mais Isabelle la retint d'une main ferme sur son bras. « Marie, attends. Quoi que ce soit, nous l'affronterons ensemble. Tu fais partie de notre famille maintenant. » Les mots frappèrent Marie comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres croissantes. Partie de la famille. À un moment donné, sans qu'elle s'en aperçoive, elle avait franchi la ligne d'employé à quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas définir clairement. « Merci, murmura-t-elle émue. Mais je dois rentrer chez moi, ma fille est effrayée. » Isabelle acquiesça, comprenant. « Va, je parlerai à Philippe. Et Marie, ne crois rien de ce qu'ils écrivent. Nous savons qui tu es. » Avec ces paroles de soutien, Marie partit, le cœur accéléré, l'esprit rempli de préoccupation. Elle ne se souciait pas tant de sa propre réputation. Elle avait assez vécu pour savoir que la vérité finit par prévaloir. Mais elle craignait l'impact que cela aurait sur Sophie, sur ses fils, sur Lucas, sur sa nouvelle famille étendue
qui incluait tant les Dubois que les Moreau, unis par des liens qui transcendaient le sang ou la classe sociale. Quand elle arriva, chez elle, elle trouva Sophie pâle, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. L'article était encore pire que ce que sa fille avait décrit. Il utilisait des photos décontextualisées de Marie avec Philippe lors d'événements officiels, insinuait une proximité inappropriée, remettait en question ses qualifications pour le poste de tutrice. Le plus douloureux étaient les commentaires, des centaines d'entre eux pleins de jugements, d'insinuations vulgaires, de théories conspirationnistes. Tout le préjugé et le ressentiment social condensés en phrases courtes et cruelles. « N'y prête pas attention », dit fermement Marie, fermant le navigateur du téléphone de sa fille. « Ce sont des mensonges créés pour atteindre le gouverneur, à travers moi. »« Mais et ta réputation ?» demanda Sophie, les yeux embués. « Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? De nous ?» Marie soupira, s'asseyant à côté de sa fille sur le canapé usé. « Ma chérie, j'ai passé toute ma vie à être jugée par des gens qui ne me connaissent pas. Pour être pauvre, pour être mère célibataire, pour être femme de ménage. C'est juste un jugement de plus, seulement à plus grande échelle. »« Ce n'est pas juste, » protesta Sophie. « Peu de choses dans la vie le sont, » répondit Marie, avec la sagesse que seule l'expérience procure. « Mais nous avons deux options. Laisser ces jugements nous détruire ou aller de l'avant, sachant qui nous sommes vraiment. » À ce moment, le téléphone sonna à nouveau. C'était Philippe. Marie répondit avec appréhension. « Marie !» sa voix semblait tendue, contrôlée. « Je viens de voir l'article. Je suis profondément désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit-elle automatiquement. « Si, c'est ma faute, » insista-t-il. « Il vous utilise pour m'atteindre, pour créer un nouveau scandale, pour détourner l'attention des projets que nous mettons en œuvre. C'est ainsi que fonctionne ce jeu sale. » Marie réalisa qu'il était sincèrement perturbé, pas seulement par l'accusation elle-même, mais par le fait qu'elle avait été impliquée dans quelque chose qu'il considérait comme sa bataille. « Personnel, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, pragmatique comme toujours. « J'ai déjà contacté notre département juridique, » répondit Philippe. « Nous allons poursuivre le blog pour diffamation. Quant à vous, il serait peut-être préférable que vous vous retiriez pendant quelques semaines, jusqu'à ce que cela se calme. » La suggestion frappa Marie comme un coup physique. « Me retirer de Lucas ?»« Temporairement, » clarifia rapidement Philippe. « Juste jusqu'à ce que nous contrôlions les dégâts. Lucas comprendra. »« Comprendra ?» questionna Marie, sa voix montant d'une octave. « Ou verra-t-il un adulte de plus l'abandonner quand les choses deviennent difficiles ?» Le silence à l'autre bout de la ligne révéla que l'argument avait atteint sa cible. « Que suggérez-vous alors ?» demanda finalement Philippe. Marie respira profondément, organisant ses pensées. « Je suggère que nous fassions exactement le contraire. Que nous continuions normalement. Que nous montrions que nous n'avons rien à cacher. Que nous ne permettions pas que des mensonges déterminent nos actions. Cela pourrait aggraver les choses, » avertit Philippe. « Les médias sont impitoyables. Plus nous réagissons, plus nous alimentons le cycle. »« Peut-être, » concéda Marie, « mais fuir, c'est leur donner raison. C'est les laisser définir qui nous sommes. » Un autre silence, plus long cette fois. Marie pouvait presque entendre les rouages politiques tourner dans l'esprit de Philippe, évaluant les risques, considérant les stratégies. « Isabelle est d'accord avec vous, » dit-il finalement, la surprenant. « Je viens de lui parler. Elle a dit que ce serait une erreur de vous éloigner maintenant, que Lucas a besoin de stabilité plus que jamais. » Marie sourit, reconnaissante pour cet allié inattendu. « Isabelle est une femme sage, » commenta-t-elle. « Oui, et plus. Courageuse que je ne lui ai jamais donné crédit, » admit Philippe. « Elle a dit qu'elle était prête à donner des interviews pour vous défendre, si nécessaire, qu'elle ne permettrait pas que votre réputation soit détruite par association, avec moi. » La révélation surprit Marie. Elle n'avait jamais imaginé qu'Isabelle se placerait si fermement à ses côtés. « Alors c'est décidé ?» demanda-t-elle, voulant confirmer. « C'est décidé, » répondit Philippe avec une détermination renouvelée dans la voix. « Nous continuons, ensemble. Et Marie ?»« Oui, je suis désolé, vraiment désolé. Vous ne méritiez pas d'être entraînée dans ce marécage politique. » La sincérité dans sa voix était indéniable. Marie réalisa une fois de plus combien Philippe Moreau, l'homme,
était différent de la figure publique que les journaux dépeignaient. « Ce n'est pas grave, assura-t-elle. J'ai déjà affronté des choses pires, et au moins cette fois, je ne suis pas seule. » Après avoir raccroché, elle trouva Sophie qui l'observait avec une expression qui mêlait admiration et préoccupation. « Tu vas vraiment continuer ?» demanda la jeune femme. Même avec tous ces mensonges, Marie acquiesça avec une résolution qui la surprenait elle-même. « Oui, pas seulement pour Lucas ou pour le gouverneur, mais pour moi-même. Parce que c'est la chose juste à faire. » Sophie étudia sa mère pendant un long moment, comme si elle la voyait avec de nouveaux yeux. « Tu sais, maman, tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Mais maintenant, hésita-t-elle, cherchant les mots justes, maintenant tu sembles différente, plus puissante. » Marie sourit, réfléchissant à cette observation. C'était vrai. Quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus simplement la femme résignée qui acceptait sa place invisible dans la société. Elle avait trouvé une voie, une position, un but qui transcendait sa propre survie. « Ce n'est pas du pouvoir, ma chérie, » corrigea-t-elle doucement. « C'est de la certitude, de qui je suis, de ce qui est juste et de ce pourquoi il vaut la peine de se battre. » Cette nuit-là, en regardant Sophie finalement s'endormir après des heures d'angoisse, Marie réfléchit au parcours extraordinaire que la vie lui avait présenté. De femme de ménage invisible à figure centrale dans un drame politique et familial qui pourrait affecter le destin de toute une région. Le chemin à venir serait difficile, elle le savait. Les accusations empireraient improbablement avant de s'améliorer. Il y aurait plus de douleur, plus d'exposition, plus de jugement. Mais pour la première fois de sa vie, Marie Dubois n'affronterait pas ces tempêtes seule. Elle avait des alliés, inattendus, une nouvelle famille élargie, un but plus grand qu'elle-même. Et plus important, elle avait la vérité de son côté. Pas la vérité simpliste des journaux ou la vérité commode des politiciens, mais la vérité complexe, imparfaite et profondément humaine qu'elle avait découverte au cœur de personnes qui, malgré tous leurs privilèges et leurs pouvoirs, luttaient avec les mêmes insécurités, les mêmes dilemmes moraux, les mêmes désirs de connexion et de sens que n'importe qui. Avec cette certitude au cœur, elle s'endormit finalement, se préparant au défi que l'aube apporterait certainement. Le lendemain matin se leva avec une intensité médiatique que Marie n'avait jamais expérimentée. En sortant de chez elle, elle trouva des journalistes qui l'attendaient. Caméra, microphone, visages avides d'une réaction, d'une déclaration, d'un aveu. Elle garda la tête haute, refusant de répondre, marchant fermement jusqu'à la voiture que Philippe avait envoyée pour la chercher. Chez Isabelle, la situation n'était pas meilleure. Des reporters campaient sur le trottoir, essayant de capturer n'importe quelle image de Marie ou de la famille. Lucas observait tout par la fenêtre de sa chambre, le visage pâle, l'expression fermée. « Ils sont là à cause de toi ?» demanda-t-il, quand Marie réussit finalement à entrer, escortée par des gardes du corps. « À cause des mensonges sur moi » corrigea-t-elle doucement, posant son sac sur la table. « Mais ne t'inquiète pas, ça passera. » Le garçon ne semblait pas convaincu. « J'ai lu les commentaires en ligne. Ils sont horribles. » Marie sentit une douleur dans sa poitrine. Lucas ne devrait pas être exposé à ce genre de sordidité. Il était trop jeune pour comprendre la cruauté gratuite que les gens pouvaient démontrer sous l'anonymat des réseaux sociaux. « Les personnes blessées blessent d'autres personnes, Lucas, » expliqua-t-elle, s'asseyant à côté de lui au bord du lit. « Des commentaires comme ça en disent plus sur ceux qui les ont écrits que sur nous. »« C'est vrai ?» demanda-t-il soudainement, la regardant intensément. « À propos de toi et mon père. » La question directe la prit au dépourvu. Pendant un moment, Marie se sentit offensée qu'il puisse douter, mais elle comprit rapidement. Lucas était à un âge où tout était questionné, où aucune autorité n'était exempte de suspicion. Et il avait été exposé à tant de déceptions ces dernières années. « Non, Lucas, » répondit-elle fermement, soutenant son regard, « ce n'est pas vrai. Ton père est mon employeur et oui, nous sommes devenus amis, mais il n'y a jamais rien eu d'inapproprié entre nous. Je ne trahirai jamais la confiance que toi et ta mère avez placée en moi de cette façon. » Le garçon étudia son visage pendant de longues secondes, comme s'il cherchait n'importe quel signe de mensonge. Finalement, il acquiesça, apparemment satisfait. « Je le savais, dit-il simplement. J'avais juste besoin de l'entendre de toi. »
Marie sourit, soulagée d'avoir passé le test de confiance. Mais le soulagement fut de courte durée. Lucas avait d'autres questions. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi veulent-ils blesser mon père et toi? C'était une question compliquée, qui impliquait d'expliquer les dynamiques cruelles de la politique moderne à un enfant qui formait encore sa vision du monde. Parce que ton père a du pouvoir, Lucas, et le pouvoir attire la jalousie, la peur, le ressentiment. Certaines personnes croient que la seule façon de conquérir le pouvoir est de détruire ceux qui le possèdent déjà. « Mais tu n'as pas de pouvoir, argumenta-t-il, confus. Pourquoi t'attaquer » Marie sourit tristement. « Parce que je suis devenue importante pour ton père, pour toi, pour ta mère. Cela fait de moi une cible. » Lucas absorba l'explication en silence, son visage révélant la complexité de ses pensées. « Ce n'est pas juste, conclut-il finalement, faisant écho aux paroles de Sophie la veille. « Non, ce ne l'est pas, convint Marie, mais nous ne permettrons pas que cela définisse qui nous sommes ou comment nous vivons. Tu te souviens de ce que je dis toujours ?» Lucas sourit légèrement, récitant la phrase que Marie avait répétée tant de fois ces derniers mois. « Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement comment nous y répondons. »« Exactement, confirma-t-elle, caressant ses cheveux. « Et comment allons-nous répondre ?»« Avec dignité, répondit-il promptement. « Avec vérité, sans nous cacher. » Marie sentit une vague de fierté. Ce garçon grandissait, développant force de caractère, résilience, intégrité. Malgré toutes les circonstances difficiles, ou peut-être à cause d'elles, il devenait une personne extraordinaire. « On étudie alors » suggéra-t-elle, se levant. « Nous avons cette épreuve d'histoire à préparer. » Lucas acquiesça, mais avant qu'il ne puisse commencer, Isabelle entra dans la chambre, le téléphone à la main, l'expression préoccupée. « Marie, Philippe est en route. Il s'est passé quelque chose d'inattendu. » Le sérieux dans sa voix alerta Marie qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Elle demanda à Lucas de commencer la lecture du chapitre pendant qu'elle accompagnait Isabelle au salon. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle dès qu'elles furent seules. « Une fuite, répondit Isabelle, la voix basse. « Quelqu'un a envoyé à la presse des emails supposément échangés entre toi et Philippe. Des emails intimes. » Marie sentit son sang se glacer. « Mais c'est impossible. Nous n'avons jamais échangé d'emails de ce type. »« Nous le savons, rassura Isabelle. Ils sont évidemment falsifiés, mais ils semblent assez convaincants pour alimenter les spéculations. Philippe est furieux. Il contacte la police nationale, alléguant un crime informatique, une falsification, une diffamation. » Marie s'effondra sur le canapé, essayant de traiter cette nouvelle dimension de la crise. C'était une chose de gérer des insinuations. Vague, une autre complètement différente d'affronter des preuves fabriquées. « Qui ferait une chose pareille ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Isabelle. « La politique est un jeu sale, Marie, répondit l'autre femme, s'asseyant à ses côtés. Surtout en année électorale. Philippe a des ennemis puissants qui feront n'importe quoi pour le faire tomber. Mais pourquoi à travers moi? Pourquoi ne pas l'attaquer directement ?» Isabelle sourit tristement. « Parce que tu es son point faible maintenant. Toi et Lucas, la famille qu'il a si soigneusement reconstruite l'année dernière. Ils ont réalisé que le moyen le plus efficace de le détruire est à travers les personnes qu'il aime. » Les mots frappèrent Marie avec une force inattendue. Les personnes qu'il aime. L'incluait-elle dans cette catégorie? Étaient-ils devenus si proches, si importants l'un pour l'autre? Avant qu'elle ne puisse traiter complètement ses implications, la sonnette retentit. Isabelle se leva pour répondre, revenant moment plus tard avec Philippe. Il semblait épuisé, tendu, les épaules courbées sous le poids d'une préoccupation qui allait bien au-delà du politique. « Marie, dit-il, la voix rauque, je suis profondément désolé pour tout cela. »« Ce n'est pas vous qui avez fabriqué ces emails, répondit-elle, essayant de garder son sang-froid. Vous n'avez pas à vous excuser pour ce que d'autres font. » Philippe s'assit lourdement dans le fauteuil en face, passant la main sur son visage dans un geste que Marie connaissait bien, celui qu'il faisait quand il se sentait acculé, sans issue claire. « Ce n'est pas seulement à propos des emails, dit-il finalement, c'est à propos de tout. De comment votre vie a été bouleversée depuis que vous nous avez connus, de comment nous vous avons entraînés dans nos problèmes, nos drames, notre réalité déformée. » Marie observa avec surprise comment Philippe et Isabelle échangèrent un regard,
un regard chargé de communication silencieuse, le genre que seules des personnes ayant partagé une vie peuvent échanger. Philippe et moi avons longuement parlé hier soir, expliqua Isabelle, revenant s'asseoir à côté de Marie. De toi, de Lucas, de ce que tout cela signifie. Et nous sommes arrivés à une conclusion, continua Philippe. Tu es devenue indispensable pour notre famille, Marie. Pas seulement comme tutrice de Lucas, mais comme... Il hésita, cherchant le mot juste, comme une force stabilisatrice. Un pont entre nous. Marie regardait de l'un à l'autre, confuse quant à la direction que prenait cette conversation. « Qu'essayez-vous de dire ?» Isabelle prit sa main, un geste étonnamment intime. « Nous disons que, peu importe ce qui arrive avec ces attaques médiatiques, avec ces mensonges, tu fais partie de notre famille maintenant. Et les familles restent unies dans les moments difficiles. » Les mots étaient réconfortants, mais Marie sentait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de non dit flottant dans l'air. « Il y a autre chose, » confirma Philippe, lisant. Son expression, un développement inattendu. Il fit une pause, comme s'il organisait ses pensées, avant de continuer. « Le chef de l'opposition à l'Assemblée m'a contacté aujourd'hui, confidentiellement. Il dit qu'il a des informations sur qui orchestre ces attaques. »« Qui ?» demanda Marie, soudainement alerte. Philippe hésita, échangeant un autre regard avec Isabelle. Victor Delacroix. Le nom frappa Marie comme un coup physique. Victor Delacroix était le vice-gouverneur, le propre colistier de Philippe, élu avec lui. « Votre adjoint ? Mais pourquoi ?»« Ambition, » répondit Philippe simplement. « Si je tombe, il prend ma place. Et depuis longtemps, Victor veut le pouvoir principal, pas l'ombre. » Marie se sentit étourdie par la révélation. La trahison venait de l'intérieur, du cercle le plus proche de Philippe. « Vous êtes sûr ? Ce ne peut pas être simplement une tentative de l'opposition de semer la discorde entre vous ? J'ai pensé la même chose initialement, admit Philippe, mais il avait des preuves. Email, registre de réunion, transfert financier vers des blogs de diffamation. Victor travaille en coulisses depuis des mois pour me déstabiliser. D'abord avec les histoires sur le barrage, maintenant avec ses insinuations sur nous. » Marie essayait de traiter l'ampleur de la trahison. L'impact que cela aurait non seulement sur la carrière politique de Philippe, mais sur leur vie personnelle, sur Lucas, sur tout l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. « Que comptez-vous faire ?» demanda-t-elle finalement. Philippe et Isabelle échangèrent encore un de ces regards significatifs. « C'est là que les choses se compliquent, dit-il, et c'est pourquoi nous devions parler avec toi, parce que toute décision que je prends maintenant nous affectera tous, toi y compris. »« Je vous écoute, » répondit Marie, sentant qu'elle était sur le point d'entrer encore plus profondément dans les eaux troubles de la politique de haut niveau. « J'ai deux options, » expliqua Philippe méthodiquement. « Je peux exposer Victor publiquement, en utilisant les preuves que j'ai. Cela le détruirait politiquement, sans aucun doute, mais cela créerait aussi un chaos dans le gouvernement, ébranlerait la confiance dans les institutions et amplifierait probablement encore plus les attaques contre nous tous à court terme. Ou, pressa Marie sentant qu'il y avait une alternative, où je peux utiliser ces informations comme levier, le confronter en privé, le forcer à démissionner pour raisons personnelles ou problèmes de santé, une sortie discrète qui maintiendrait la stabilité du gouvernement et nous donnerait le temps de réorganiser les choses sans le scandale public. Marie considéra les options, comprenant pour la première fois la véritable complexité des décisions politiques. Ce n'était pas simplement une question de bien ou de mal, de justice ou d'injustice. C'était une toile intriquée de conséquences, certaines immédiates, d'autres à long terme, certaines personnelles, d'autres affectant des milliers de personnes. « Que pensez-vous devoir faire ?» demanda-t-elle finalement. Philippe hésita, regardant Isabelle qui acquiesça avec encouragement. « Je crois que la seconde option est plus prudente, politiquement, stratégiquement. » Il fit une pause significative. « Mais je ne suis pas sûr que ce soit la plus juste. » La franchise de l'admission surprit Marie. Il était rare de voir un politique de ce calibre confesser sa propre incertitude morale. « Pourquoi me consultez-vous ? À ce sujet ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. « C'est une décision politique. Je suis loin d'être experte dans ce domaine. » Ce fut Isabelle qui répondit. « Parce que tu nous as apporté quelque chose que nous avions perdu, Marie. La clarté morale, une vision non contaminée par des années de compromis et de calculs politiques.
Tu vois les choses comme elles sont vraiment, pas comme nous aimerions qu'elles soient ou comme il est politiquement commode de les voir. » Marie absorba le compliment, sentant le poids de la responsabilité qu'elle portait. Elle était entrée dans la vie des Moreau comme une simple femme de ménage s'occupant d'espaces physiques. Maintenant, d'une certaine façon, elle aidait à prendre soin de leurs espaces moraux aussi. « Je pense que la question n'est pas ce qui est plus prudent ou stratégique, dit-elle finalement, mais ce avec quoi vous pourrez vivre après, ce que vous enseignerez à Lucas sur l'intégrité et les conséquences. » Philippe acquiesça lentement, comme si les paroles confirmaient quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Victor doit être exposé, conclut-il, publiquement, avec toutes les preuves, non pas parce que cela me bénéficie, mais parce que c'est la chose juste à faire, parce que le public mérite de savoir quel genre d'homme il est. » Marie observa la détermination grandir sur le visage de Philippe, une détermination différente de celle qu'elle voyait dans les rassemblements politiques ou les interviews. C'était quelque chose de plus profond, plus authentique. L'homme, pas le politique, prenant position. « Ce sera difficile, » avertit Isabelle, bien que son ton indiquât qu'elle était d'accord. « Qu'avec la décision, pour nous tous, particulièrement pour Lucas, alors nous devons le préparer, » répondit Marie pragmatiquement, lui expliquer ce qui se passe, pourquoi cela se passe, ce qu'il peut attendre, sans l'infantiliser, sans cacher la vérité, mais aussi sans le surcharger de détails dont il n'a pas besoin de connaître encore. « Tu ferais ça ?» demanda Philippe. « Lui parler? Il te fait confiance d'une façon dont il ne fait confiance à aucun de nous deux actuellement. » Marie acquiesça, acceptant la responsabilité. « Je le ferai, mais vous deux devez être présents, comme une famille, montrant que malgré toutes les différences et complications, vous êtes unis pour son bien. » Isabelle et Philippe acceptèrent, scellant avec cette décision un nouveau pacte, PAMA. Seulement politique mais familial, un engagement envers la vérité, aussi douloureuse ou inconvenante qu'elle puisse être. Tandis qu'elle observait le couple échanger un regard de compréhension renouvelé, Marie réalisa que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, d'une façon ou d'une autre, à travers tout le chaos, toute la douleur, toute l'exposition. Quelque chose de beau était en train de naître. Une nouvelle sorte de famille, non conventionnelle, certainement compliquée, mais authentique dans son engagement mutuel. Et elle, Marie Dubois, l'improbable femme de ménage devenue confidente et conseillère morale, était au centre de cette transformation. Comme elle l'expliquerait à Sophie plus tard cette nuit-là, la vie suit rarement les chemins que nous planifions, mais parfois, les détours nous mènent exactement là où nous devions être. La conférence de presse fut programmée pour le lendemain matin. Philippe révélerait les preuves de la conspiration orchestrée par Victor Delacroix, exposant la trahison de son propre adjoint. Ce serait un tremblement de terre politique, sans aucun doute. Mais avant cela, il y avait une conversation plus importante, celle avec Lucas. Ils se réunirent dans la bibliothèque de la maison d'Isabelle, l'environnement tranquille propice à une discussion sérieuse. Lucas s'assit entre ses parents, tandis que Marie occupait un fauteuil proche, présente, mais permettant que ce moment soit principalement familial. Philippe expliqua la situation avec une honnêteté qui impressionna Marie. Il n'adoucit pas, la vérité n'essaya pas de peindre Victor comme un méchant caricatural. Il expliqua comment les alliances politiques se formaient, comment les ambitions personnelles pouvaient corrompre les relations professionnelles, comment la trahison venait parfois enveloppée de sourires et de poignées de main. Lucas écouta, tout avec attention, posant des questions occasionnelles qui révélaient une compréhension surprenante pour ses 12 ans. Quand Philippe eut terminé, le garçon resta silencieux quelques instants, traitant tout cela. « Ce sera comme l'autre fois ?» demanda-t-il finalement. « Quand cette histoire du barrage est sortie, ils vont dire des choses méchantes sur toi. »« Dans les journaux ? Ce sera probablement pire, » admit Philippe, choisissant l'honnêteté. « Victor a beaucoup d'alliés. Il va essayer de se défendre, de contre-attaquer. Ça peut devenir très laid avant de s'améliorer. » Lucas acquiesça, absorbant l'information. « Et concernant Marie ?» demanda-t-il se tournant vers elle. « Ils vont continuer à dire ces mensonges ?» Ce fut Isabelle qui répondit, surprenant tout le monde. « Probablement au début, oui. Mais quand les gens sauront que tout a été orchestré par Victor, quand... »
Ils verront les preuves qu'il était derrière les fausses histoires. La vérité prévaudra. La conviction dans sa voix était réconfortante, bien que Marie soupçonnât que la réalité serait plus compliquée. Le public avait la mémoire courte pour les rétractations, mais longue pour les scandales. Et si... Lucas hésita, regardant le sol. Et si les gens à l'école disent des choses? Sur papa, sur Marie. Marie sentit son cœur se serrer. C'était la véritable préoccupation de Lucas. Pas les journaux, pas la politique, mais l'impact personnel et immédiat dans son monde social. Les chuchotements dans les couloirs, les regards, peut-être même l'intimidation. « Ce sera difficile, » répondit Philippe, mettant la main sur l'épaule de son fils. « Je ne vais pas te mentir. Certains camarades pourraient répéter ce qu'ils entendent à la maison, des choses désagréables ou injustes. Mais rappelle-toi, les personnes qui comptent vraiment, les personnes qui se soucient vraiment de toi, ne croiront pas aux mensonges. Et s'ils ne savent pas que ce sont des mensonges, insista Lucas, levant les yeux pleins d'inquiétude. Alors tu le leur montreras avec ton caractère, avec tes actions, intervint doucement Marie, en vivant ta vérité tous les jours. Lucas réfléchit à cela avant de poser la question qui le préoccupait visiblement le plus. Et si tu perds l'élection à cause de ça, papa? Philippe échangea un regard avec Isabelle qui acquiesça, presque imperceptiblement. Alors je la perdrai, répondit-il simplement, et nous commencerons un nouveau chapitre de nos vies. La simplicité de la réponse sembla surprendre Lucas. Tu ne serais pas dévasté? Je serais déçu. Bien sûr, admit Philippe. Il y a beaucoup de choses que je veux encore accomplir comme gouverneur. Mais Lucas, j'ai appris quelque chose d'important cette année. Il y a des choses plus précieuses que les postes ou le pouvoir. La famille, l'intégrité, la paix d'esprit. Si je perds l'élection en défendant la vérité et en protégeant ce qui compte vraiment, je peux vivre avec ça. La sincérité dans les paroles de Philippe était palpable. Marie réalisa que ce n'était pas seulement de la rhétorique. Il avait vraiment changé. L'homme qu'elle avait rencontré il y a presque 2 ans, obsédé par son image publique et son agenda politique, avait trouvé une nouvelle hiérarchie de valeurs. « Nous ferons cela ensemble », ajouta Isabelle, posant sa main sur celle de Lucas, comme une famille. Le garçon regarda ses parents, puis Marie, qui sourit avec encouragement. « Tous ensemble », confirma-t-il finalement, un petit sourire apparaissant sur son visage. Ce soir-là, Marie rentra chez elle avec une étrange sensation de paix, malgré la tempête qui viendrait certainement. Elle avait aidé à forger quelque chose de précieux. Une famille qui, bien que non conventionnelle, était unie par des valeurs plus profondes que les conventions sociales ou les apparences. Sophie attendait anxieusement des nouvelles, ayant suivi le déroulement de la crise par Internet et à la télévision. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle dès que Marie entra. « J'ai vu que le gouverneur va donner une conférence de presse demain. C'est à propos du vice-gouverneur. » Marie acquiesça, posant son sac sur le canapé et se dirigeant vers la cuisine pour préparer un thé. Elle se sentait inexplicablement épuisée, comme si elle avait couru un marathon. « Ce sera difficile, » commenta-t-elle, tandis que Sophie la suivait. « Pour nous tous !» Sa fille l'observa attentivement, captant les nuances dans son expression. « Tu les aimes, n'est-ce pas ?»« Oh !» demanda-t-elle doucement. « Pas seulement Lucas. Eux tous. » La question prit Marie au dépourvu. Amour? C'était un mot qu'elle utilisait rarement en dehors du contexte familial immédiat. Mais en réfléchissant à l'année et demie écoulée, au voyage partagé, aux transformations mutuelles, elle réalisa que oui, il y avait une sorte d'amour là. Pas romantique, comme les tabloïds l'insinuaient, mais quelque chose d'également profond. Un amour né de respect, confiance et objectifs partagés. « Je crois que oui », admit-elle finalement, d'une façon que je ne comprends pas complètement. Moi-même. Sophie sourit sans surprise. Ça a du sens. Ils sont devenus ta seconde famille, comme tu es devenue une partie de la leur. Marie servit le thé, réfléchissant à l'observation perspicace de sa fille. « Tu ne te sens pas mise de côté ?» demanda-t-elle, soudainement préoccupée que Sophie puisse ressentir de l'amertume face à l'attention qu'elle consacrait aux moraux. La jeune femme rit, secouant la tête. « Maman, j'ai passé toute ma vie à te voir te démener pour nous. Travaillant à 2, parfois à 3 emplois, sacrifiant tes rêves pour les nôtres. » Elle fit une pause significative.
Peut-être que le moment est venu pour toi d'avoir quelque chose pour toi aussi. » Les paroles touchèrent Marie profondément. Elle n'avait pas envisagé cette perspective, que son implication avec les Moreau pourrait être non seulement un travail ou une mission, mais aussi une forme d'épanouissement personnel, une expansion de son propre univers au-delà des limitations que la vie lui avait toujours imposées. « Merci, ma fille », murmura-t-elle émue. « De comprendre. » Sophie sourit, prenant une gorgée de son thé. « Juste, ne laisse pas cette confusion politique te blesser, d'accord ? Tu mérites mieux que d'être un dommage collatéral dans les guerres des puissants. » La préoccupation était légitime, mais Marie avait déjà pris sa décision. « Certaines batailles en valent la peine, même quand elles sont douloureuses, » répondit-elle simplement. « Celle-ci en est une. » Le lendemain matin, tandis qu'elle se préparait pour la conférence de presse, Marie reçut un message inattendu. C'était de Lucas, envoyé depuis le téléphone d'Isabelle. « Marie, merci pour, hier, de nous aider à être une vraie famille. Je sais que ce sera difficile, mais nous sommes tous ensemble dans cette épreuve. Je t'aime. » Ces simples mots donnèrent à Marie la force dont elle avait besoin pour affronter ce qui